Et salut à tous! Salut à tous, bienvenue une nouvelle fois en live pour discuter de l'actualité football. On est vendredi 19 juin 2026 et c'est bientôt le week-end, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve une nouvelle fois pour discuter football. Évidemment, on va parler des matchs de cette Coupe du Monde qui ont eu lieu hier soir. On va parler des matchs de cette nuit. Ça commence déjà. Merci à Benzerma pour le follow sur TikTok. Merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté Hattrick. Donc, comme je le disais, les amis, on est de retour pour parler football, évidemment. On va parler de tout ce qui s'est passé hier soir, cette nuit. On va parler de ce qui s'est passé ce soir. Bonjour, mon ami, bienvenue. Si tu as des questions, des affirmations, peu importe, hein, ça commence direct, mais n'hésite pas dans le chat. Voilà. Donc, on va parler du match de hier soir entre la République tchèque et l'Afrique du Sud. Match nul entre les deux équipes. On va parler aussi du match du Mexique, hein, le Mexique qui a affronté la Corée du Sud. Je pensais que la Corée du Sud allait battre le Mexique hier soir. Au final, victoire des Mexicains, première équipe qualifiée pour les 16e de finale. Salut Aronto qui est aussi présent sur le live, bienvenue mon ami. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le Mexique qui a remporté son match contre la Corée du Sud, la Suisse qui s'est imposée 4 buts à 1 contre la Bosnie-Herzégovine, le Canada qui en a mis 6 au Qatar, avec un triplé, si je dis pas de bêtises, de Jonathan David, voilà, juste là. Euh, on va revenir aussi sur la blessure de Ismaël Koné, l'ancien Marseille, le joueur de Sassuolo, qui est sorti pour une grosse fracture, il me semble, à la jambe. Donc on va revenir un peu sur ça. On va parler du match des États-Unis évidemment contre l'Australie, hein, le pays hôte qui joue ce soir, hein, donc ça sera à 21h. On va parler de Folarin Balogun, droit du sol au mondial. Balogun incarne un débat américain explosif. Donc je pense pas que ça soit beaucoup du sportif, mais on en parlera évidemment. On va parler aussi de cette équipe d'Australie qui a été assez intéressante sur leur match d'ouverture avec leur joueur Nestori Irankunda qui a fait un très bon match contre la Turquie. Voilà, évidemment les matchs de ce soir. Bon, pour démarrer ce week-end, c'est pas ce qui fait le plus vibrer, je vous avoue. Mais on va parler du coup des matchs de ce soir, donc avec Écosse-Maroc aussi, hein. Le Maroc, après leur match nul contre le Brésil, doit battre l'Écosse pour se qualifier eux aussi dans ces huitièmes de finale. On va parler de Ayoub Boadi, le nouveau chef d'orchestre du Maroc, prêt à dompter l'Écosse. On va parler de l'Écosse aussi, évidemment. Malédiction aux logiques sportives. Pourquoi l'Écosse perd toujours le fil à la Coupe du Monde et à l'Euro? Là, l'Écosse, hein, ils ont deux trois joueurs intéressants quand même. Une équipe assez solide. Bon, une équipe un peu... comment dire? euh, je vais dire faible techniquement, mais pas forcément. Mais il y a des joueurs à suivre dans cette équipe d'Écosse, évidemment, emmenés par leur leader, Scott McTominay. Donc voilà, on verra ce qui est dit dans cet article. Après, évidemment, on parlera du match du Brésil. J'ai mis le petit maillot aujourd'hui hein, du Brésil hein, qui joue contre Haïti ce soir. Enfin, cette nuit, évidemment, ça sera à 2h30. Le Brésil, voilà, qui fait moins rêver qu'avant quand même. Donc, on essaiera de parler de cette équipe brésilienne emmenée par Carlo Ancelotti. Alors déjà, quel numéro 9 pour le Brésil depuis la retraite d'Adriano? Là, c'est Seleção est à la recherche de l'avancante perdue. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de neufs passés par le Brésil, mais qui n'ont pas su convaincre. Donc on va voir est-ce que le Brésil pourra trouver leur buteur prolifique, hein. On sait que Vinicius Junior, il a beaucoup de mal à parler de... le Brésil a beaucoup de mal à... merde, Vinicius a beaucoup de mal à conclure, à marquer, enfin en tout cas à faire des stats dans cette équipe brésilienne. Peut-être le poids du maillot. On verra aussi la conférence de presse d'avant-match de Carlo Ancelotti et de Gabriel Magalhaes, le défenseur d'Arsenal. Voilà, et Neymar évidemment, toujours Neymar
Le numéro 10, Floqué, vous le voyez juste là. Neymar ne jouera pas contre Haïti et ne devrait pas jouer avant la phase finale, en espérant que le Ney soit disponible hein, pour cette équipe du Brésil. Hein. Vraiment, ça manque de magicien dans cette équipe du Brésil. Lui qui a repris l'entraînement collectif. Neymar est encore forfait, effectivement. Le Neymar est encore forfait pour l'instant. Contre Haïti, ça devrait pas le faire. Peut-être contre l'Écosse, pourquoi pas, si le Brésil est qualifié et peut-être en fin de match, ça pourrait être intéressant. Faut parler de Haïti, pourquoi du Brésil? Ben, si vous voulez qu'on parle d'Haïti, on peut parler d'Haïti. J'avoue que j'ai pas forcément trouvé d'article qui parle d'Haïti. Il y a un ou deux joueurs que je connais rapidement, même 2-3. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas envie de parler d'une équipe que je ne connais pas forcément. Après, on le voit, hein, des joueurs. Il me semble que c'est des joueurs qui sont passés par la Ligue 1 aussi. Bon, on a un joueur comme Wilson Isideor, buteur de Sunderland. Arcus, il me semble qu'il joue du côté de Angers. Bellegarde, ça me dit quelque chose. Il n'est pas en première ligue, le bon vieux Bellegarde. Voilà. Enfin, il était en première ligue. Jean-Jacques, c'est celui qui joue à l'Inter peut-être, à l'Inter Miami. Ouais. Non, pas du tout. Au Philadelphia Union, pardon. Et voilà, et après Casimir. Casimir, c'est le joueur d'Auxerre, c'est ça? Ok, bon, il y a deux trois joueurs quand même qu'on connaît de Haïti, donc on essaiera de parler de cette équipe. En tout cas, on va parler de ce match au global, de toute façon. Euh, Imagine, ils font un truc de fou. Cette Coupe du Monde, c'est une nation de soldats. Il faut pas abuser non plus. Déjà, s'ils sortent des poules, c'est un miracle, Haïti. Euh, mais ça sera déjà pas mal. Oui, Bellegarde a joué à Strasbourg, c'est ça, il est du côté de Wolverhampton aussi. Maroc gagnant, du coup, je pense que le Maroc est en tout cas favorite contre l'Écosse, cette équipe du Maroc. Donc, euh, donc voilà, on peut l'annoncer gagnante en tout cas. Donc on a dit Carlo Ancelotti, Gabriel Magalhaes, Neymar. On ira sur le Turquie-Paraguay aussi. J'ai mis Vinicius buteur pour le Brésil. T'en penses quoi? Je pense que t'as fait une grave erreur, Vinicius. Après, s'il y a peut-être un petit penalty pour le Brésil, je pense que c'est lui qui le tirera. Mais franchement, Vini, il fait pas beaucoup de stats hein, côté Brésil. Et vu comment dire, les faiblesses offensives du Brésil, des fois, enfin, Vinicius, j'aurais pas pris le risque. Mais bon. Bonjour, t'en penses quoi du Maroc, please? Ben, le Maroc, c'est ce que je disais, je trouve que c'est une équipe assez intéressante. Comme je dis, depuis le début du mondial, en fait, ils ont eu deux trois absences, des blessures importantes. Contre le Brésil, ils ont fait un match très très solide. Hein. C'est clairement eux qui étaient qui dominaient ce match, qui auraient pu gagner. Donc le Maroc à suivre, évidemment. Faut évidemment, comment dire? euh, Par rapport à la CAN et aux équipes africaines, on voit que le niveau s'est clairement élevé en Coupe du Monde, que les équipes africaines ont plus de mal, même si le Maroc a été demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde. Donc ça va être intéressant. Après, il y a ces histoires aussi avec Achraf Hakimi qui va être jugé, tout ça, donc peut-être que ça lui trotte dans la tête. Hein, c'est quand même le leader de cette équipe marocaine. Mais le Maroc, franchement, je suis très intéressé de voir ça. Après, si je dois leur pronostiquer un parcours, je sais pas, en fait, maintenant ils sont. Autant en 2022, ça a été une surprise qu'ils aillent aussi loin. Autant là, comme je le disais sur des précédents lives, je pense qu'ils sont quand même attendus par plusieurs nations. Donc ça va être intéressant les matchs de phase finale à partir des 16e pour cette équipe marocaine. Mais ils ont clairement une très bonne équipe et des très bons joueurs qui peuvent les amener loin. Après, les amener vainqueurs, j'irai pas jusque-là. Mais je trouve qu'ils ont vraiment une équipe très très intéressante. Dommage pour le Ney, après on espère le revoir bientôt sur le terrain. Voilà, exactement, Neymar, hein, en espérant qu'il soit de retour sur les terrains. C'est vrai que je pense que le Brésil en a vraiment besoin pour le coup, parce que c'est vraiment pas fou. Haïti, tu penses? Non, je pense que vraiment le Brésil est favori quand même contre cette équipe d'Haïti. Voilà, donc on continue après. On va pas aussi parler de Turquie-Paraguay. Il y a 3 matchs hein, cette nuit, donc il va falloir, pour ceux qui veillent la nuit, il va falloir être sous café quand même, parce que ça va être chargé.
Voilà, donc sous la pression des vautours Çalhanoğlu et ses coéquipiers sous tension, là aussi on parlera de cette équipe de Turquie qui a perdu leur premier match contre l'Australie, à la surprise générale donc voilà pour cette équipe du Turquie, va falloir s'imposer directement contre le Paraguay sinon ils risquent de rentrer à la maison. Après, on parlera évidemment de toute l'actualité, de cette coupe du monde. Donc là, on va parler des matchs, mais l'actualité de cette coupe du monde, c'est aussi, l'équipe de France évidemment. Vous savez qu'on suit l'équipe de France. Donc à quand le déclic? Après 10 ans et 60 sélections, les Bleus attendent toujours qu'Ousmane Dembélé active le mode Ballon d'or. Donc on parlera, de Ousmane Dembélé. On va parler aussi de la charnière de l'équipe de France, William Saliba, Dayo Upamecano, 2 références mondiales complémentaires pour sécuriser les Bleus à la coupe du monde. Hem Aussi la coupe du monde des remplaçants pour cette équipe de France. Est-ce que les remplaçants de l'équipe de France vont pouvoir, vont devoir de toute façon, hein, si tu vas aller loin dans une compétition, ton banc est, primordial aussi, hein. On se souvient en 2018 quand les Bleus avaient gagné, ils avaient un sacré banc. On connaissait les rotations en plus, donc c'était plutôt, pas mal. Donc voilà, on parlera des remplaçants de cette équipe, de France. La Turquie va devoir se réveiller. Effectivement, la Turquie va devoir se réveiller. On parlera aussi du Portugal. Vu du Portugal, les problèmes de la Seleção au mondial. Encore une fois, on parlera de Cristiano Ronaldo qui cristallise un peu tous ces problèmes portugais après leur match nul contre la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est CR7 une nouvelle fois le problème au Portugal? Euh, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a un vrai déjà le coach, Roberto Martinez, moi, je suis pas le plus grand fan et je pense qu'il symbolise aussi, cette équipe, portugaise qui a du talent, mais qui n'arrive pas à le démontrer sur le terrain. On va le voir, Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez ou les 2 qui commandent vraiment la sélection du Portugal à la coupe du monde. Voilà. On parlait aussi, hein, Roberto Martinez, il avait la génération un peu dorée, hein, de cette équipe de Belgique, entre les mains. Il n'en a pas fait, grand-chose ou plus que ça. Donc, on verra pour Roberto Martinez, est-il vraiment, l'homme de la situation pour cette équipe portugaise, pardon. L'info aussi, l'Ivoirien Eli Wahi finalement autorisé à rentrer, à entrer au Canada. Donc voilà, il avait des problèmes de visa ou je sais plus exactement. Oui, il y avait des poursuites comme quoi il avait fait, enfin des poursuites, des soupçons. Attention, des soupçons comme quoi Eli Wahi serait dans une histoire de paris truqués, donc c'est pour ça qu'il aurait eu du mal à rentrer au Canada. Finalement, pour l'instant, c'est écarté. Donc pour l'instant, il pourrait rentrer pour jouer son match avec la Côte d'Ivoire. Évidemment, vous connaissez, là, après l'actu de cette Coupe du Monde, on parlera de l'actu transfert avec Fabrizio Romano. Quelles infos il va nous sortir? On l'a appris hier, Victor Munoz du côté de Liverpool. On a eu deux trois infos aussi hier, mais ça reste encore calme, hein, ce mercato, évidemment. On attend la fin de cette Coupe du Monde pour que les clubs se mettent en marche. À part le Real Madrid, voilà, ça reste plutôt calme. Donc, Enzo Fernandez, on parlait du Real Madrid, Enzo Fernandez se rapproche encore un peu plus d'un transfert au Real. On en parlera, j'imagine que José Mourinho est plutôt fan du joueur. Le joueur est très bon et on va pas se mentir, qui ne voudrait pas de Enzo Fernandez dans son équipe, à part peut-être le Paris Saint-Germain qui peut se permettre de dire non. Euh, Ça reste un très bon joueur. Van Eyck signe à Tottenham dans le cadre d'un transfert à 60 millions d'euros en provenance de Brighton. Alors là aussi, Tottenham, hein, ils veulent mettre les gros moyens pour ne pas revivre la saison qu'ils ont vécue hier. Donc voilà, mais 60 millions pour Van Eyck, Tottenham, toujours en plus, de plus en plus dans la décadence. Euh, Pensez à Joe Neves qui a subi une vague de harcèlement, force à lui. Ah ouais? Alors j'ai pas vu, est-ce qu'on peut me préciser ce qui se passe avec Joao Neves? Parce que j'ai pas suivi, forcément heu, ce qui s'est passé avec lui. En tout cas, je l'ai pas vu. On va parler aussi de Christian Kivu qui prolonge un an de plus, qui prolonge jusqu'en 2028 pardon, avec l'Inter après une saison de rêve. Donc il était un peu venu comme ça, sur la pointe des pieds après le départ de Simone Inzaghi du côté de l'Inter. Il a remporté le Scudetto et donc Christian Kivu, l'ancien joueur, hein, milanais, va rester du côté, des champions en titre italiens. Et du coup, on parlera aussi de cette équipe, marocaine et de Achraf Hakimi. La cour d'appel confirme qu'Achraf Hakimi sera jugé, pour viol. Voilà,
c'est un peu triste de parler de ça, mais voilà, c'est un peu la grosse info du jour. Harcèlement après des propos sur CR7 qui n'ont pas plu aux supporters. Ah ouais? Ok, alors on va peut-être en parler alors. Alors, João Neves se prend très cher après une petite phrase sur Cristiano Ronaldo. Le cas de l'emblématique capitaine de la sélection portugaise cristallise tellement les passions que c'est le milieu de terrain du PSG qui en fait les frais. Jugez par vous-même, on sait que ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C'est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres. Waouh! Il a pas peur en tout cas. Il a pas peur le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ah ouais, la phrase, à mon avis, ça a pas dû plaire à Cricri. Merci à Ace. Ace a été sacrifié. Waouh, quel nom horrible. Mais bienvenue dans la communauté Hattrick. Bienvenue à toi. Ah ouais, elle ressemble à un mi-respectueuse, mi-langue de bois, et dans la plupart des pays, elle rentrerait par une oreille et sortirait par l'autre. Dans n'importe quel pays, mais pas au Portugal, où le cas Cristiano Ronaldo déchaîne les passions, car si la sélection de Roberto Martinez a la meilleure génération de son histoire, ironiquement, c'est le meilleur joueur de son histoire, plus vraiment à son meilleur niveau, qui pose problème comme il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde au Qatar. D'autant que les années ont passé depuis, et que Roberto Martinez, en discussion pour rejoindre Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, n'a montré aucune velléité de mettre son numéro 7 star sur le banc. Il est absurde de sortir le meilleur buteur mondial dans un match où les buts sont indispensables, a-t-il même lâché après le décevant nul contre la République démocratique du Congo, où l'unique buteur a été João Neves. Prestation pitoyable d'une sélection otage de sa foi en Ronaldo. Et donc le milieu de terrain du PSG coupable pour les fans hardcore de Ronaldo d'avoir touché à l'idole en disant il est comme tous les autres, et donc victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires négatifs pour lui, mais aussi pour Bruno Fernandes qui a eu le malheur de mettre un cœur sous une publication de son compère du milieu de terrain. Bonne ambiance. Les chiffres sont néanmoins têtus, CR7 a eu toutes les peines du monde à exister, touchant 25 malheureux ballons pour 3 tirs, non cadrés sur tout le match, bilan d'une prestation pitoyable d'une sélection otage de sa foi en Ronaldo selon la presse portugaise. Franchement, alors c'est toujours pareil, hein, les fans sont beaucoup trop hardcore par rapport à la déclaration de João Neves, honnêtement. Alors c'est sûr que c'est un joueur avec très jeune, qui n'a pas encore. Alors il a confirmé au très haut niveau pour le coup avec le Paris Saint-Germain, mais voilà, il a ses cadres dans cette sélection portugaise pour faire des déclarations comme ça? C'est la question. Honnêtement, il a plutôt raison sur ce qu'il dit, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est sûr que ça doit mal passer dans les oreilles de Cricri. Après, c'est peut-être il a besoin potentiellement, il a besoin de ça pour se mettre un coup de pied au derrière, Cristiano Ronaldo. Donc pourquoi pas, mais à mon avis, ça a pas dû lui plaire beaucoup. Qu'il reçoive une vague de harcèlement sur les réseaux, je trouve ça catastrophique. En plus, Bruno Fernandes qui en prend pour son grade juste parce qu'il a liké une publication. Bon, là aussi, on connaît les dérives des réseaux sociaux. Mais en tout cas, bah, sacrée ambiance du côté du Portugal. Après aussi, hein, vous le connaissez cette info. Voilà, Roberto Martinez en discussion pour rejoindre Al Nasser. Alors, est-ce qu'il est en train de se vendre pour un pont doré du côté de l'Arabie Saoudite? Ça serait hyper triste. Hyper triste de faire ça parce que ça serait saboter en fait les chances du Portugal d'aller loin, sachant qu'ils ont une magnifique génération. Et donc voilà, après on va pas aller dans la théorie du complot non plus, mais quand même il y a deux trois questions à se poser avec cette équipe du Portugal, et on en reviendra juste après, hein. C'est pour notre actu de la Coupe du Monde. C'est juste ce qu'il dit. Oui, João Neves n'a rien dit de mal en soi. Oh, non, non. Ben, c'est sûr que toucher à l'idole portugaise, des fois, ben, on prend des retours de bâton. Après, c'est clairement pas mérité. Et dire que Hakimi est renvoyé en procès en pleine Coupe du Monde, ça va faire du mal mentalement pour lui. Exactement, on en parlera à la fin du live. Hakimi ne va plus charmer. Alors, j'ai pas la suite, mais je pense que c'est pas très malin. Bref, alors. Alors, on va commencer par quoi, les amis? Oui, les matchs de hier. Alors, hier, vraiment, c'était pas une journée de football
incroyable, on va pas se mentir, c'était pas les matchs qui faisaient le plus rêver, mais on va en discuter quand même, on trouvera des choses à dire toujours, hein, quoi qu'il arrive, on trouvera des choses à dire sur l'actu football. Donc, de quoi est-ce qu'on va... Ouais, si je fais ça. Ah, pas mal ça. Ok, ok, ouais, non. Bref, donc la République tchèque déjà fait match nul contre l'Afrique du Sud, un but partout. Euh, Donc c'était un point pris pour les Bafana Bafana dans cette Coupe du Monde. Au niveau du classement déjà, on va aller checker directement. Dans le groupe A, le Mexique s'est imposé contre la Corée du Sud, donc à 6 points, premier qualifié pour les 16e de finale. On en parlera juste après. La Corée du Sud qui avait battu la République tchèque euh, lors de leur premier match, reste toujours deuxième. Et en fait, la République tchèque et l'Afrique du Sud sont à un point du coup après ce match. Donc potentiellement, pour finir meilleur troisième, la République tchèque, il faudra faire un résultat contre le Mexique, ce qui va pas être facile du tout, du coup, quand on voit qu'ils ont gagné leurs deux premiers matchs. En tout cas, sur ce match, au niveau des compos, la République tchèque se présentait en 3-5-2 avec Kovar dans les cages, Krejci, Ranak, Holz dans la défense à 3, Sojka à gauche, Koufal à droite, le joueur d'Offenheim, Sadilek, Serve et Darida au milieu de terrain. Devant, on avait Lozek et Patrick Schick. Pas de Pavel Souch, Pavel Souch qui a été fautif hein, sur le but des Bafana Bafana. C'est lui qui fait la main, il me semble, pour le penalty accordé par l'Afrique du Sud. Et donc voilà, cette équipe de République tchèque, bon, pas un grand match, hein, on va voir la compo de l'Afrique du Sud aussi, présente en 4-3-3, avec leur gardien Williams, Ocon Mbokazi en défense centrale, Mudo à droite, Modiba à gauche, Mokoena, le joueur qui a mis le penalty, il me semble qu'il est peut-être, si je dis pas de bêtises, il est capitaine de cette sélection africaine. Mbata et Adams pour l'accompagner au milieu de terrain. Et Reiners, Maseko et Apolis, pas de Foster, qui n'est même pas rentré lors de ce match. Donc voilà, match nul entre les deux équipes. On le voit au niveau des stats, 1-0 de G pour la République tchèque, 1,38 pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui avait la possession avec 62% de possession, 17 tirs, 4 cadrés, 4 tirs, 3 cadrés, donc des équipes, enfin des deux équipes pas très très précises non plus. Trois grosses occasions quand même pour la République tchèque, une seule pour l'Afrique du Sud qui a suffi à marquer. Qu'est-ce qu'on peut noter de plus? Euh, hum. Et après, les arrêts des gardiens, hein, chercher d'autres stats peut-être un peu intéressantes, mais pas grand-chose. Voilà, 3 arrêts du gardien tchèque, 2 arrêts de Williams pour cette équipe d'Afrique du Sud. Merci au D767 pour le follow. Bienvenue dans la communauté Attrick à toi aussi. Euh, je le répète, les amis, hein, j'ai peut-être oublié de faire le point promo, mais si vous souhaitez venir discuter dans le chat, n'hésitez pas, que ça soit sur TikTok ou sur Twitch. On est présent sur Twitch, hein. Mon écran est affiché sur Twitch, hein. Vous pouvez voir ce que je suis en train de suivre. Ça sera peut-être un peu plus fluide, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Il y a aussi la chaîne YouTube si vous voulez voir les rediffusions de nos lives. Les plateformes de podcast si vous préférez nous écouter. Et évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, Thread et X pour nous suivre l'actualité de ce que l'on de Hattrick et faire tout simplement, hein. Donc n'hésitez pas à venir. Brésil-Haïti. Alors le Brésil, on en parlera juste après. Après, si vous voulez euh, un prono, je pense que le Brésil est clairement favori euh, dans ce match. Je vais pas dire dans cette Coupe du Monde non plus, mais dans ce match, le Brésil est clairement favori pour le remporter. Même si, voilà, on aimerait bien voir une équipe du Brésil un peu plus emballante quand même, hein. Après leur match contre le Maroc, mais même les matchs précédents, le Brésil fait de moins en moins rêver. Voilà.
toute façon, on va en reparler juste après. Donc, sur le République tchèque, Afrique du Sud, hein, on va pas faire plus longtemps. Voilà, Sadilek qui marque dès la 6e minute. Après, c'est Mokoena sur, donc, il me semble, une main de Pavel Such, qui vient transformer ce penalty. Donc, match nul, un but partout. Voilà, dernier match de ce. Wow. Dernier match de ces poules, ça sera République tchèque, République tchèque, Mexique et Corée, Afrique du Sud, si je dis pas trop de bêtises. Euh, Allez, si on peut me mettre le match, ça serait cool. Ouais, voilà, République tchèque, Mexique, hein, le Mexique qui va encore jouer à domicile, donc c'est plutôt positif pour eux. Et on l'a vu, hein, le Mexique, on va en parler juste après, qui pourrait jouer tous leurs matchs à domicile jusqu'au 8e de finale, je crois, donc c'est plutôt pas mal pour eux. Et donc l'Afrique du Sud qui devra battre la Corée lors de ce dernier match de cette poule, il me semble que c'est la poule A pour ces équipes. Voilà, on va aller sur le match du Mexique contre la Corée du Sud. Les Mexicains qui se sont imposés 1 but à 0, 50e minute, un but de Romo contre la Corée. La Corée qui n'a pas été très efficace. Voilà, on voit les compos avec le très bon match de Rangel qui fait un arrêt extrêmement décisif en fin de match. Alors, je ne saurais plus vous donner la minute, mais vous voyez de quel arrêt je parle. Donc le 4-3-3 mexicain avec Rangel, Vasquez, Alvarez en défense centrale, à droite Sanchez, Gallardo à gauche, Romo, Lira, Gutiérrez au milieu de terrain, Quinones, Raúl Jiménez et Alvarado devant. Cette équipe coréenne positionnée en 3-4-2-1 avec Kim Son-gyu dans les cages, Kim Min-jae, le défenseur du Bayern, pour cette défense centrale, Lee et Lee Gi-hyuk en défense centrale, hein. Euh, Au milieu de terrain, on avait Wang et Peck. Et avec sur les côtés Kim Moon-wan et Seol sur les côtés de ce milieu de terrain. Avec en attaque, voilà, c'est peut-être les joueurs qu'on connaît un peu plus. Lee Kang-in, le joueur du Paris Saint-Germain. Hugminson, l'ancien de Tottenham, joueur du Los Angeles FC. Et Lee Jae-sung, le joueur de Mayence. Le jeune Rodrigo, pas Rodrigo, comment il s'appelle? Euh, Gabriel? Non? Si, c'est Gabriel. Ouais, Gilberto, pardon. Le joueur Gilberto Moura n'est pas rentré, hein, on le disait, c'est un des joueurs à suivre de cette Coupe du Monde, l'une des pépites, hein, de cette équipe mexicaine. Donc voilà, sur les stats de ce match, ça n'avait pas l'air d'être un grand match, on le voit. En général, quand les XG sont en dessous de 1, le match est pas fameux. 0,52 d'XG, 0,91 pour la Corée, 0,52 pour le Mexique. La possession était côté Corée du Sud, 9 tirs, 2 cadrés pour les Coréens, 8 tirs, 4 cadrés pour le Mexique qui a été plus efficace. Euh, et après, au niveau des arrêts de gardien, voilà, on le voit là. 3 arrêts pour le gardien de la Corée et 2 pour le gardien mexicain, mais le gardien mexicain qui a fait l'arrêt décisif pour donner cette victoire au Mexique. Donc le Mexique est officiellement la première équipe qualifiée en 16e de finale, hein. La Coupe du Monde du pays hôte, hein, du pays organisateur avec le Canada et les États-Unis, qui sera là pour les phases finales, hein. Premier de ce groupe avec 6 points, donc plutôt positif. Et après, j'avais une autre info que j'ai totalement oubliée pour le Mexique. Si elle me revient, on en parlera. Voilà. Donc voilà pour les matchs de cette poule A. Oui, donc oui, l'info c'était que le Mexique, normalement, pour leur troisième match, le troisième match, joueront une nouvelle fois dans leur pays. Euh, et normalement, ils devraient faire 16e et 8e, toujours au Mexique. Et après, s'ils vont plus loin, bah, ils devront jouer vers les États-Unis, il me semble, hein. Donc, voilà. On continue avec les matchs de hier soir, donc c'était à 21h, hein, c'était le prime time européen. La Suisse contre la Bosnie-Herzégovine. Euh, voilà, donc dans ce match, victoire 4 buts à 1 de la Suisse. Euh,
En première mi-temps, il s'est pas passé grand-chose et après c'est en deuxième que ça s'est vraiment libéré, on va dire. On va le voir déjà dans les compos avec le 4-3-1-2 présenté par le sélectionneur, Moulem, non pas Moulem, Yakin pardon, du côté de la Suisse avec Kobel dans les cages, Manuel Akanji, Elvedi en défense centrale, Ricardo Rodriguez, le, vieux père et Widmer à droite. Au milieu de terrain, Freuler, Xhaka, Abecher et Ryder. Derrière les attaquants, avec la doublette Ndoye Mbolo. Les deux hein, passés par la Ligue 1. Alors Mbolo toujours le joueur du Stade Rennais et Dan Ndoye passé par l'OGC Nice. Côté Bosnie-Herzégovine, le capitaine Edin Dzeko était bien titulaire dans ce 4-4-2 avec Vasil dans les cages, Katic, Moharemovic, le défenseur qui s'est fait expulser lors de ce match, Dedic, l'ancien Marseillais, à droite, Kolasinac, l'ancien Marseillais et l'ancien joueur d'Arsenal, à gauche, hein. Et au milieu de terrain, Tahirovic, Sunjic, avec Memic à droite, Alay Begovic à gauche. Et devant, c'était Demirovic, Zeko, la doublette de cette attaque. Passe une bonne journée Anto. Bon, bah, passe un bon week-end aussi, hein. Bon courage si tu vas taffer. Donc merci en tout cas d'avoir été présent sur le live. Donc, victoire 4 buts à 1 de la Suisse contre la Bosnie-Herzégovine. Au niveau des remplacements, on a les deux pépites de chaque équipe qui sont rentrées avec Junior. Tant que c'est Junior. Non, Johan. J'invente des prénoms. Johan Manzambi qui est rentré et qui a marqué un doublé quand même lors de ce match, hein, le joueur à suivre du côté de cette équipe suisse. Bayraktarevic, la pépite bosnienne, par contre, pour le coup, est rentré lui aussi à peu près à l'heure de jeu et il n'a pas pu faire la différence. Et donc, dans le déroulé de ce match, donc au niveau des stats, hein, voilà, 2-0-6 pour la Suisse au niveau des XG, 0-23, donc victoire totalement méritée de la Suisse, hein, la Bosnie. Bosnie, hein, petite équipe de boucher quand même, hein. Bon, ils ont réussi à se qualifier pour cette Coupe du Monde avec ces armes. Donc voilà, mais belle équipe de boucher quand même. La Bosnie-Herzégovine. 62% de possession pour les Suisses, 13 tirs, 7 cadrés, 5 tirs, 3 cadrés pour les Bosniens. Un carton rouge, hein, quand même, pour moi. Merde, j'ai oublié son nom. Moharemovic, voilà. Et après, on voit toutes les stats hein, vont côté suisse hein, au niveau de l'attaque, au niveau des tirs. euh, Même au niveau de la défense, hein, plus de tacles réussis, plus de duels remportés côté suisse, donc une victoire totalement méritée. Deux arrêts de la part de Kobel, trois de la part de Vasil pour cette équipe bosnienne. Donc je disais, en première mi-temps, ça a été assez calme, hein. Honnêtement, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps. Et après, c'est avec les changements de la part des coachs. Donc, côté bosnien, c'est Basic qui rentre et Bayraktarevic à l'heure de jeu. Et après, niveau suisse, hein, c'est 71e minute, entrée de Manzambi, Vargas, So, deux des trois joueurs qui vont marquer lors de ce match. Voilà, Manzambi, 3 minutes après son entrée à la place de Danendoy, va marquer à la 74e minute. Vargas marquera 10 minutes plus tard. Entre-temps, on a une expulsion pour le défenseur bosnien Moharemovic, on l'a dit. La Bosnie qui essaie de réagir avec deux changements, avec l'entrée de Lukic et Adzia Metovic, mais c'est déjà trop tard. Manzambi va mettre un doublé à la 90e minute. Très très belle égalisation par contre pour le coup de la part de Mamic hein, sur une grosse reprise. Euh, Pleine balle dans les cages suisses. Et à la fin, penalty pour la Suisse, transformé par le capitaine Granit Xhaka. Victoire 4 buts à 1 pour les Suisses. Donc on va voir dans le classement de cette poule. La Suisse est ex aequo avec le Canada, mais à la différence de but, les Canadiens sont premiers vu qu'ils en ont mis 6 au Qatar. La Suisse deuxième avec 4 points et après la Bosnie-Herzégovine et le Qatar avec 1 point, mais pareil, le Qatar avec moins 6 de goal average. Euh, donc voilà pour ce match, victoire de la Suisse, hein. La Suisse a une équipe très 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 intéressante, malgré leur match nul contre le Qatar en ouverture. Je pense qu'ils vont être un sacré poil à gratter dans cette Coupe du Monde.
Le Canada s'est imposé contre le Qatar 6 buts à 0 avec un triplé de l'ancien Lillois Jonathan David, hein, on le voit 29e, 45e plus 3 et 90e plus 2 pour Jonathan David. Entre-temps, c'était Larin qui avait ouvert le score. Saliba qui avait mis le quatrième but et c'est un but contre son camp de Almanaï pour le cinquième. On le voit, le Niçois Moïse Bombito qui est rentré à la mi-temps à la place de Derek Cornelius, l'ancien de Marseille. On voit aussi Saliba, le buteur du quatrième but, qui était rentré à la place de Ismaël Koné. Ismaël Koné qui a pris un sacré tacle et qui a une jambe, qui a donc la jambe cassée. On va aller voir exactement hein, ce qui s'est passé. J'avoue que moi j'ai vu que le résumé, j'ai juste vu la civière pour Ismaël Koné et la célébration de Saliba juste après. Donc voilà, le Canada qui s'est imposé 6 buts à 0, pardon, avec Alamine, hein, côté Qatar qui se fait expulser dès la 33e minute. Euh, alors côté Qatar, j'avoue que je vais pas vous citer l'équipe parce que je connais pas un seul joueur déjà. Euh, Même faire semblant, je pourrais pas vous dire. Par contre, côté Canada, voilà, on connaît Derek Cornelius, Ismaël Koné, du coup, avant sa blessure, Jonathan David, hein. Donc fin de compétition pour lui. Et après, on peut parler de Buchanan, le joueur de Villarreal, et Moïse Bonmito, le défenseur de l'OGC Nice. Voilà, donc victoire 6 buts à 0, hein. Toutes les stades vont en direction du Canada, ça, vous l'aurez imaginé. Merci à tout le monde veut savoir pour le follow. Bienvenue dans la communauté Hat-Trick, hein. Ça fait extrêmement plaisir un follow de plus aujourd'hui. Voilà, alors sur ce match du Canada, match anéanti par la fracture de Koné alors que le Canada entre dans l'histoire face au Qatar. C'est un article de Josh Donaldson pour Flashcore. Le sélectionneur du Canada, Jesse March, a déclaré que son équipe était anéantie après avoir confirmé qu'Ismaël Koné souffrait d'une fracture de la jambe lors de la victoire historique 6 buts à 0. Mais il a assuré que son groupe resterait concentré après avoir pris la tête du groupe B. La terrible blessure de Koné est survenue à la 55e minute après un tacle de Hassim Madjibo et la réaction immédiate de ses coéquipiers laissait présager la gravité de la situation. Hop 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 hop, on s'arrête là direct. Salut à Gara SafeSide sur le live, merci énormément pour cette petite heureuse, merci beaucoup. Hat-trick avec le maillot du Brésil, si Macron t'attrape. Bah, qui vienne me chercher le bon vieux Manu. Euh, En tout cas, merci beaucoup pour la rose. Bienvenue une nouvelle fois sur ce live. Je le répète, hein, si vous êtes sur le live, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, que ça soit sur le chat TikTok ou le chat Twitch, hein, je réponds à tout le monde. Est-ce que tu penses que la France a une... Quoi? À une vie vont gagner contre la nuit Ukraine? Quoi? Lundi, le match Ukraine-France. Moi, je dis la France 2-0 contre l'Ukraine pour lundi. Attends, mais de quoi tu me parles, mon frérot? France-Ukraine? Attends, mais mais tu parles des meufs? Non, même pas. Enfin, des femmes, pardon. Désolé, désolé. Lundi. Quoi il me parle? Lundi, c'est France-Irak. Je parle des mecs qui vont jouer lundi le match sur M6. Et c'est pas l'Ukraine, mon pote, c'est l'Irak. Bref, à 22h, il est pas regardé. Mais de quoi tu me parles, frérot? Je crois il parle de FIFA. Attendez, je suis dans un monde parallèle. 22h. You ma vie au foot lundi sur M6 à 22h. Ok, bon, je vais te laisser dans ton délire, je comprends pas ce que tu me racontes, mon ami. Bref, bref, on va continuer parce que Putain, il m'a... France, Ukraine, ouais, j'ai pas compris. Ok, bref. En tout cas, merci à Gareth Sayside pour les cadeaux, ça fait extrêmement plaisir. On continue sur cet article concernant l'équipe canadienne. Donc,
La terrible blessure de Koné est survenue à la 55e minute après un tacle de Hassim Madibo et la réaction immédiate de ses coéquipiers laissait présager la gravité de la situation. Il a été évacué sur civière nécessitant de l'oxygène et des antidouleurs après avoir reçu des soins pendant quelques minutes. March, qui était assez proche pour entendre l'os se briser, a reconnu que la blessure avait secoué tout son groupe. La vache. Évoquant Koné auprès de Flashcore et d'autres médias, March a révélé qu'il était à l'hôpital et se prépare à être opéré. C'est arrivé juste devant le banc, nous l'avons tous entendu, on a le cœur brisé pour lui et tout le monde a été un peu secoué par ce qui s'est passé à cause de la nature de la blessure et parce qu'Ismaël est un élément essentiel au cœur de notre équipe. Ce sera une grosse perte pour nous. Il a été exceptionnel lors des 2 derniers matchs, mais il faisait signe à la foule et rassurait tout le monde malgré sa blessure. Ce qui en dit long sur Ismaël en tant qu'homme, mais aussi sur notre équipe. Tout le monde a été anéanti quand c'est arrivé, mais il a fallu trouver un moyen de rester concentré. Nous sommes très fiers de ce que nous sommes et qui nous sommes, c'était visible aujourd'hui. Alors par contre, j'ai pas vu la blessure. Alors je vais me la mettre sous les yeux juste parce que je suis un malade. Mais je vais essayer de pas vous faire partager ça. Injury. Ah ouais, ça a craqué sur ça a pas l'air si violent pour le coup. Do lado direito de ataque do Canadá, né? Coloca o Manai ali, que é um jogador que pode jogar como Oh! volante, pode Ah jogar oui, on como entend le meia, bruit que par tem contre. estatura mais elevada, vai tentar fechar um pouco a marcação por aquele lado. Começou por lá, Ah même lui, il est choqué. Deus do céu, cara. A lesão que sofre o Koné quebrou a perna no campo. Olha o desespero do Madibo. Olha o Ah, pourtant, c'est pas si violent. C'est pas si violent que ça, hein. Mais c'est quoi? C'est le tibia qui craque? And that is a really bad injury for Ismail Kone. And they are immediately asking for medical attention to come out. Oh. Bon, l'autre, il fait exprès aussi, mais ça a pas l'air si violent, quoi, pour le coup. Oh, il fait une fois, 2 fois. Ah ouais, il abuse. Oh, mais quel fils. Bref. Bon, c'est un peu une merde, le joueur qatari, là. Parce qu'il lui fait une fois le croche-patte, ok. Putain, il a pas été expulsé sur ça. Oh, mais c'est vraiment... C'est catastrophique. Franchement, c'est pas des images qu'on veut voir dans le football actuellement, hein. Incompréhensible qu'il ait pas été expulsé, quand même. Catastrophique, c'est catastrophique, vraiment. Bref. Allez, là. Voilà. Madibo s'est excusé. L'incident a rappelé celui vécu par Tajon Buchanan en 2024 à l'entraînement avec la Copa avant la Copa América en 2024. L'ailier de Villarreal s'était fracturé le tibia, le contraignant à 6 mois d'absence. Le sélectionneur du Canada a également révélé que Madibo était venu dans le vestiaire pour s'excuser de son geste et l'entraîneur de 52 ans a estimé que le match n'avait pas été trop physique malgré la fin de rencontre à 9 pour le Qatar. Jusqu'à la blessure, j'ai trouvé que le match était plutôt bon. Nous avons réalisé une première mi-temps très dominante et je pense que leur entraîneur Lopetegui a sans doute voulu les remobiliser à la pause pour leur donner une chance de ne pas perdre de 4 buts car cela les obligerait à battre la Bosnie. Nous en étions conscients et il nous fallait marquer 4 buts pour ne pas avoir à battre la Suisse. Je pense que cela a mené à ce tacle. Pour être clair, le joueur Modibo s'est excusé auprès d'Ismaël. Il est venu dans le vestiaire pour lui présenter ses excuses. Et Ismaël l'a dit à l'équipe, je ne pense pas qu'il ait voulu faire un tacle aussi violent ou provoquer une telle situation. Je ne lui en veux pas pour cela. Bah, il est plutôt très sympa, je trouve. Un moment fondateur. La large victoire du Canada est historique. Il s'agit de la première lors d'une phase finale de Coupe du Monde. Et Marsh l'a célébré avec ferveur après le coup de sifflet final aux côtés de son équipe et des supporters dans les tribunes. Aucun Canadien n'oubliera cette journée. 4 millions de personnes diront qu'elles étaient là. C'est un moment fondateur incroyable pour que tout le monde comprenne le talent de ce pays, qu'il y a une mentalité, un désir, beaucoup de chances qui rendent ce pays spécial. Je suis très fier de ce que nous avons accompli. Un moment dont les gens se souviendront, mais cela va nous pousser à tout faire pour gagner le groupe et aller loin dans ce tournoi. Grâce à ces 3 points, le Canada prend la tête du groupe B à la différence de but devant la Suisse qu'il affrontera lors de son dernier match de groupe le 24 juin. S'il évite la défaite, le Canada terminera en tête du groupe et pourra rejouer à Vancouver. C'est désormais le défi qui attend Marsh et ses joueurs, mais d'abord ils profiteront d'un barbecue en famille vendredi. Bon déjà, le Canada
qui s'impose. C'est bien, un pays hôte aussi, hein, comme le Mexique et les États-Unis, donc c'est bien pour les Canadiens de s'imposer. Après, il en fait légèrement trop le coach, mais on peut le comprendre. Première victoire en Coupe du Monde pour ce pays qui n'est pas forcément un pays de football, les Canadiens. Mais comment dire, c'est plutôt bon pour eux. Après, j'espère qu'ils sont quand même conscients que ils ont une meilleure équipe que le Qatar et que leur victoire est plutôt logique. Mais c'est vrai que c'est un très beau moment pour cette équipe canadienne qui en a placé 6 quand même pour une première victoire en Coupe du Monde. C'est pas mal. Voilà. Euh, donc pour les matchs de hier soir, tous les résultats, on les a fait. On va parler des matchs de cette nuit. De cette nuit. Non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Aujourd'hui, ouais, voilà. Pour les matchs de cette nuit, donc on aura États-Unis-Australie. Les États-Unis qui sont plutôt favoris contre cette équipe australienne, malgré la belle victoire de l'Australie contre la Turquie. 2 buts à 0. On va aller déjà voir les compos probables. Le 3-4-3 présenté par Mauricio Pochettino, avec Freeze dans les cages, Rim, Freeman, Richards dans la défense à 3. Robinson à gauche, Serginho Dest à droite, euh, McKinney, Adams au milieu de terrain et en attaque, Joe Reyna, Folarin Balogun et Tillman, le joueur du Bayer Leverkusen, hein. Donc vraiment une équipe très intéressante. Christian Pulisic blessé. Euh, donc voilà, cette équipe des États-Unis est une équipe assez intéressante. Après, je suis pas sûr qu'ils aillent très loin. À part si, voilà, encore une fois, la FIFA, Donald Trump, Infantino, tout ça, vous connaissez, hein, les privilèges. Sinon, les États-Unis, je pense qu'ils ont une belle équipe, qui vont faire un bon parcours pour leur équipe. Mais voilà, je les vois pas aller très loin non plus. Côté Australie, voilà des joueurs qu'on connaît très peu pour le coup. Il y a un joueur qui a sorti sa tête qui est pas. Merde, comment dire? Qui a été plus mise en lumière que les autres, c'est Iran Kunda. On aura un petit article juste après pour lui. Mais en tout cas, là aussi, 3-4-3 présenté par l'Australie avec Beach dans les cages, Sirkati, Soutar, Burgess dans la défense à 3, Italiano à droite, Boss à gauche, Ocon ex-tiers et O'Neill au milieu de terrain. Après, on a Irankunda, Metcalf et Touré dans cette attaque de l'Australie. Évidemment, on va aller checker les cotes pour voir un peu qui a l'air d'être favori. Alors évidemment, les États-Unis qui sont à domicile sont clairement favoris. Évidemment, on va voir les cotes. Et juste avant ça, les amis, quand on parle de paris sportifs, pour ceux qui en font, on ne parie que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Et on ne met pas le PEL ou les études des enfants dans les paris sportifs. On le répète à chaque fois. En tout cas, sur les cotes de ces équipes, on le voit. Les États-Unis sont à peu près à 1,50, 1,58, donc clairement favoris. Et les Australiens sont à 5,50, donc une cote assez haute, mais plutôt, comment dire, moins élevé que des gens que des équipes qui sont outsiders par rapport à leur victoire contre la Turquie. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit, mais on va en discuter évidemment de toute façon. Donc déjà concernant, alors là c'est plutôt un article politique, mi-politique, mi-sportif, concernant les États-Unis, droit du sol au mondial, Balogun incarne un débat américain explosif. Au moment où Donald Trump remet en cause le droit du sol aux États-Unis, l'attaquant vedette de la sélection américaine Folarin Balogun en est devenu l'un des symboles. Auteur d'un doublé lors de la large victoire 4-1 contre le Paraguay en entame de la Coupe du Monde de football, le joueur de 24 ans ne serait en effet pas américain sans un concours de circonstances. Ma mère est venue aux États-Unis rendre visite à sa sœur. Elle avait son billet de retour, mais on lui a dit qu'elle était trop avancée dans sa grossesse. Donc je suis né à New York, raconte l'attaquant de Monaco, dans une vidéo Instagram publiée cette semaine par l'équipe américaine. Traditionnellement, toute personne née sur le sol américain obtient automatiquement la citoyenneté. Pur produit britannique après avoir grandi à Londres et joué pour les Three Lions jusqu'à ses 21 ans, l'attaquant a ainsi bénéficié du droit du sol et choisi de représenter les États-Unis plutôt que l'Angleterre ou le Nigeria, pays d'origine de sa famille.
J'étais éligible pour représenter l'Amérique, je ne serai pas celui qui fera obstacle à cette histoire, a-t-il déclaré avec son accent londonien caractéristique. Mais une telle trajectoire pourrait devenir impossible. Donald Trump souhaite en effet revenir sur le principe du droit du sol consacré par le 14e amendement de la Constitution américaine dans le cadre d'un durcissement plus large de la politique migratoire. Le président américain souhaite limiter la citoyenneté aux enfants nés aux États-Unis, dont au moins un parent est citoyen américain ou résident permanent légal, ce qui n'était pas le cas de Folarin Balogun. Deuxième nationalité. Selon des experts interrogés par l'AFP, le cas de Folarin Balogun reste atypique dans le monde du football. Mais il illustre l'imbrication croissante des dynamiques migratoires dans ce sport. Près d'un quart des joueurs de cette Coupe du Monde sont nés dans un pays autre que celui qu'ils représentent, explique Marisakis de l'Institut de recherche de l'immigration de l'université George Mason. Comme pour les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, les pays sont en concurrence pour attirer les talents, pardon. Et la politique d'immigration constitue un outil stratégique, affirme-t-elle. Les pays qui facilitent l'accès à la citoyenneté disposent d'un avantage pour recruter des talents. Les diasporas jouent un rôle de plus en plus important dans l'élargissement des viviers de joueurs, ajoute Gisbert Honk, professeur à l'université Erasmus de Rotterdam, spécialiste des liens entre migration et sport. La France est devenue ainsi le principal exportateur mondial de talents footballistiques lors de la Coupe du Monde 2026. Près de 100 joueurs étaient nés en France, pourtant seule une minorité d'entre eux représente l'équipe nationale. Écrit-il dans un récent billet de blog évoquant des joueurs évoluant pour l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Mali ou Haïti, reflet de l'histoire coloniale française. Cette Coupe du Monde compte également 4 paires de frères jouant pour des équipes différentes. C'est notamment le cas des frères Doué, Désiré porte le maillot de l'équipe de France, tandis que Guéla, son frère aîné, représente la Côte d'Ivoire. Au sein de l'équipe américaine, la moitié des 26 joueurs possèdent au moins une deuxième nationalité. C'est le cas de Tim Weah, fils de la légende du football George Weah, seul africain à avoir remporté le Ballon d'Or et devenu par la suite président du Libéria. L'ailier de l'Olympique de Marseille a choisi de jouer pour les États-Unis, bien qu'il ait été également éligible pour représenter le Libéria, la Jamaïque ou la France. La Cour suprême américaine doit se prononcer sur le droit du sol d'ici fin juillet ou début juillet, coïncidant avec la phase finale de la Coupe du Monde dont la finale se déroule le 19 juillet, une décision aux répercussions ressenties jusque sur le terrain. Ah, c'est vrai que c'est étrange des fois, hein, ces histoires de droit du sol, un Folarin Balogun qui joue pour les États-Unis alors qu'il est juste né là-bas lors d'un passage, il aurait pu représenter l'Angleterre ou le Nigeria. On peut penser aussi en France hein, à un joueur comme Michael Olise hein, qui n'a pas forcément grandi, qui a un attachement à la France mais qui n'a pas forcément grandi en France. Hein, il aurait pu jouer pour l'Angleterre et le Nigeria. Hein. Mais voilà, ces histoires de droit du sol, on les connaît, ça arrive dans tous les sports, au basket, au foot et bien d'autres. Donc voilà. Après, voilà, c'est les politiques migratoires de chaque pays. Donald Trump qui veut les renforcer. Donc voilà. Mais c'est vrai que des fois, en fait, c'est étrange le choix de Folarin Balogun d'avoir choisi les États-Unis, vu qu'en fait, il a de la famille là-bas. Mais au final, il a grandi qu'en Angleterre, il a un accent purement anglais, donc son choix est totalement respectable, il y a aucun souci avec ça, hein. Mais c'est vrai que des fois ça paraît étrange quand même. Voilà, on va revenir quand même à nos avis, foot. Nestori Irankunda, Mohamed Touré, l'Australie a fait le pari de la jeunesse dans cette coupe du monde. L'Australie a fait le pari de s'appuyer sur une équipe très rajeunie à l'image de Nestori Irankunda, 20 ans, et Mohamed Touré, 22 ans, brillant pour leur entrée dans le tournoi contre la Turquie, 2-0 avant de défier les États-Unis. C'est un article de Hugues Sionis pour l'équipe. Quoi de mieux que deux joueurs talentueux et ambitieux pour incarner une nouvelle identité de jeu? Voilà justement ce que tient l'Australie avec Nestori Irankunda et Mohamed Touré. Grâce à eux, elle a déjoué les pronostics face à la Turquie pour réussir une entrée remarquée. Dimanche à la Coupe du Monde, symbole d'une génération sans complexe qui défiera les États-Unis vendredi. Les deux attaquants ont suivi la même trajectoire, celle de gamins qui ont grandi loin de leur pays en guerre, en Afrique, avant de rallier l'île, continent, pour devenir des phénomènes de précocité. Les similitudes entre les deux joueurs sont telles qu'on pourrait s'y méprendre. Issu d'une famille libérienne, comme deux de ses frères également joueurs professionnels, Touré est né en Guinée, dans un camp de réfugiés. Décor identique pour Irankunda, dont les parents burundais ont fui en Tanzanie avant de mettre le cap sur l'Australie du Sud, où ils ont obtenu le droit d'asile. Arrivés bébés, les deux garçons ont fait connaissance à l'école à Adélaïde. Le ballon les a naturellement rapprochés.
Je connais Nestori depuis très longtemps. Nous vivions tout près l'un de l'autre et traînions toujours ensemble, racontait l'aîné avant le mondial sur le site de la fédération australienne. Nous retrouver tous les deux avec les Soqueiros, c'est incroyable. On apprend côte à côte. C'est bien d'avoir un visage familier dans le groupe. Mais avant d'être appelé en sélection et de représenter leur patrie d'adoption, il a fallu faire ses preuves. Très tôt, les records sont tombés avec leur club de formateur Adelaide United. Plus jeune buteur de l'histoire de la A-League à 15 ans et 325 jours, en février 2020, Touré devancera toujours son copain dans cette catégorie. Mais Irankunda, qui avait marqué son premier but à 15 ans et 355 jours en janvier 2022, a frappé fort pour ses débuts en Coupe du Monde en devenant le plus jeune Australien buteur dans le tournoi, 20 ans, 4 mois et 5 jours. Ça méritait bien une célébration iconique en hommage à son idole. Tim Cahill est ma plus grande source d'inspiration avec Lionel Messi. Il est pour moi le plus grand joueur australien. Je me suis dit que si je marquais, je ferais comme lui, a raconté l'homme du match après son festival contre la Turquie, fêté en allant boxer le poteau de corner. Salué par une note de 9 sur 10 par le Sydney Morning Herald, grâce à une performance qui ne passera pas inaperçue, le joueur de Watford D2 anglaise a déjà marqué les esprits par sa vitesse et son énergie. De quoi faire oublier son échec au Bayern Munich 2024-2025, où il n'a pas eu sa chance et donné envie à d'autres clubs de la lui laisser. Aujourd'hui à Norwich City, également en Championship, Touré aussi aurait déjà pu percer ailleurs, en France par exemple, mais après l'avoir repéré et tensé en Ligue 1 par l'entraîneur de l'époque, Will Steele, Reims a choisi de ne pas le conserver en 2024. Il deviendra encore plus dangereux avec le temps, estime le quotidien australien, sans regarder aussi loin. Leur sélectionneur Tony Popovic s'appuie sur le lien qui les unit. Nous voulons juste qu'ils profitent, qu'ils soient ensemble pour ne pas ressentir ce fardeau. Simplement l'excitation. Donc voilà, une nouvelle belle histoire hein, côté australien. Et dans cette Coupe du Monde, hein, après le duo mère-fils, hein, on se souvient, on en a parlé il y a quelques jours hein, lors du match de la Nouvelle-Zélande, où c'était comment dire, un fils avec sa... non, la mère a été joueuse internationale de football et a participé à 2 Coupes du Monde, et le fils faisait ses premiers pas avec la Nouvelle-Zélande lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà, nouvelle belle histoire pour pour l'Australie, pardon, dans cette Coupe du Monde. Voilà. On va continuer aussi, donc États-Unis, Australie, ça aura lieu ce soir à 21h, donc on sera sûrement bloqué dessus. Et on en reparlera. Alors, normalement, demain, il n'y aura pas forcément de live, hein, comme ça, je tiens à vous prévenir, mais on en parlera évidemment lundi matin. Lundi matin, 10h midi, TikTok, Twitch. Soyez bien présents. Pardon. On continue avec l'autre match, enfin les autres matchs de cette nuit, Écosse-Maroc. Alors pour nos frères marocains qui sont dans le live, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, même ceux qui ne sont ni écossais ni marocains. N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat, que ce soit sur Twitch et TikTok, je le répète. Donc Écosse-Maroc, déjà au niveau des compos, les compos probables avec l'Écosse, Gunn dans les cages, Hanley Hendry en défense centrale, Andy Robertson à gauche, Ike à droite. Le milieu de terrain de ces Écossais avec Scott McTominay, le leader de cette équipe, Ferguson à ses côtés, Gannon Dock à droite, McGinn à gauche et Shankland avec Che Adams devant. Côté marocain, on le rappelle, quand même 2-3 blessés importants pour cette équipe marocaine. 2 blessés surtout particulièrement qui les ont quittés, Naya Fegard et Abdé Ezalzouli. Mais ça reste une équipe assez impressionnante avec le 4-2-3-1 présenté pour le Maroc avec Bono dans les cages. Diop, Riyad en défense centrale, Achraf Hakimi à droite, Noussaïr Mazraoui à gauche. Le milieu de terrain, El Ainaoui, Bouhadji ou Ounaï, pardon. Un très gros milieu de terrain aussi. Et après l'attaque, Saïbari, Brahim Diaz et El Khanous. Donc voilà, les Marocains sont clairement favoris. On va pas aller sur les codes parce que je pense qu'ils sont... Ah ouais, quand même. 1,70 pour le Maroc, 5,50 pour l'Écosse. Honnêtement, je m'attendais à potentiellement une cote plus faible. Mais c'est à noter. 1,70 pour le Maroc. Intéressant.
Donc voilà pour les compos probables. On va aller sur notre petite revue de presse après le Maroc, après leur match nul hein, contre le Brésil, hein, vous vous en souvenez, un but par sou. Ils sont clairement favoris dans cette poule, hein, ils ont fait un meilleur match que les Brésiliens, ça c'est sûr. Après, il faudra voilà, se coltiner, hein. L'Écosse, ça doit pas, c'est pas facile à jouer, ça doit être très physique. Et ils ont des joueurs de talent, donc il faudra s'en méfier, hein. Pour l'instant, l'Écosse est première de ce groupe. Donc, donc voilà, le Maroc deuxième, le Brésil troisième. Bon, après, ils sont ex aequo. Et donc, Haïti dernier, qui affrontera le Brésil. On va en parler ce soir. Juste après, pardon. Ayoub Boadi, le nouveau chef d'orchestre du Maroc, prêt à dompter l'Écosse. Un article de Anna Caro pour Flashcore. Pour sa première apparition officielle en Coupe du Monde à seulement 18 ans, Ayoub Boadi a livré une partition magistrale face au Brésil, s'imposant comme le métronome de l'entrejeu du Maroc alors qu'il vivait seulement sa quatrième sélection. Une prestation XXL qui l'a propulsé comme le joueur à suivre des Lions de l'Atlas avant ce deuxième match de poule face à l'Écosse. Lorsque la feuille de match est tombée au MetLife Stadium de New York, le choix de Mohamed Ouabi a surpris quelques suiveurs. Titularisé un gamin de 18 ans dont la nationalité sportive a été validée par la FIFA que le 15 mai dernier et qui ne fêtait que sa quatrième sélection, les trois premières ayant eu lieu lors des matchs de préparation face au trio infernal Casemiro, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, ressemblait à un pari hautement audacieux. 90 minutes plus tard, le doute s'est transformé en une certitude absolue. Ayoub Bouadji joue déjà dans la cour des très grands. Associé à Neil El Ainaoui dans un double pivot d'une maturité déconcertante, le jeune Lillois s'est mis en véritable chef d'orchestre de nombreuses phases offensives, éteignant complètement des milieux brésiliens très peu en vue. Là où d'autres auraient cherché la sécurité pour leur baptême du feu mondialiste, Boadi a dicté le tempo. Il s'est projeté vers l'avant à maintes reprises, le ballon collé au pied, les yeux partout pour trouver systématiquement la meilleure option. Bon, après, il connaît hein, les matchs à enjeu du côté de Lille, Ayoub Boadi. Donc je pense que voilà, cette Coupe du Monde, il aurait pu être un peu plus timoré. Il est vraiment rentré dedans à fond. Et à mon avis, c'est l'attitude qu'il faut avoir hein, quand on fait notre premier match. Quatrième sélection pour lui. Donc c'est vraiment très très impressionnant. On voit la hitmap de Ayoub Boadi. Hein, vous pouvez la voir sur Twitch. Mais voilà, une activité un peu partout sur le terrain quand même, hein. Donc c'est du très bon. Les données d'après-match récoltées par Flashcore mettent en lumière un impact territorial et technique hors norme pour un joueur qui portait encore le brassard de capitaine de l'équipe de France Espoir en mars dernier. Avec 88 ballons touchés contre le Brésil, il détient le record côté marocain pour 91% de passes réussies. Il détient aussi le record du match de passes progressives qui font avancer le bloc de plus de 10 mètres avec 8 passes. Mais Boadi a aussi remporté 7 duels sur 9, récupéré 6 ballons et parcouru 11,85 km. Voilà, très peu de passes ratées, hein. Il a seulement, alors il a 62 passes réussies pour 68 passes, donc seulement un total de 6 passes ratées sur tout le match. Un vestiaire sous le charme, un sélectionneur qui garde les pieds sur terre. L'intégration de Boadi dans un groupe marocain pourtant déjà bien rodé s'est faite à vitesse grand V. Barré en équipe de France par la concurrence, le Lillois fait le bonheur de ses nouveaux partenaires, unanime sur l'impact de son arrivée chez les Lions de l'Atlas. C'est un joueur de haut niveau doté de qualités techniques exceptionnelles, a affirmé avec admiration le milieu de terrain Shemseddine Talbi. Son compère de l'entrejeu, Nilal El Ainaoui, ne tarit pas d'éloges non plus, c'est un joueur très intelligent qui couvre tout le terrain. Il est essentiel à notre style de jeu et il a livré une prestation brillante en donnant l'impression qu'il joue avec nous depuis longtemps. Malgré ce concert de louanges et un raz-de-marée médiatique évident, le sélectionneur Mohamed Ouabi a immédiatement essayé de calmer les ardeurs d'une presse qui encensait un peu trop sa pépite. Peut-être que c'est parce que c'est un nouveau joueur que tout le monde s'enflamme un peu, mais Boadi ne m'a pas impressionné, on savait très bien quel joueur c'était, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de rencontres pour qu'il choisisse le Maroc. Reconnu en Europe et au Maroc pour ses grandes qualités de formateur, le technicien s'est montré très protecteur tout en piquant l'orgueil de son groupe. On a beaucoup de milieux de terrain pour l'avenir. Ayoub a fait un bon match, El Ainaoui a aussi fait un très bon match. Ouabi a tenu à englober tout son collectif, saluant chaleureusement le travail de Samir El Mourabet, Azdin Ouani et Bilal El Khanous, Brahim Diaz et Ismaël Saïbari. C'est vrai qu'il y a Samir El Mourabet aussi dans cette équipe du Maroc. Donc voilà, hein. On parle beaucoup quel est le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde entre l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, hein, sous-estimé, je pense. C'est vrai que même moi, j'avais pas fait attention, mais quand tu me dis Unai El Mourabet, Bouadji et El Ainaoui, franchement, c'est du très très costaud quand même. Euh,
Donc, Brahim Diaz, Ismaël Sanya, le buteur marocain du match, ok. Pour rappeler la féroce concurrence qui règne dans le royaume, le sélectionneur a d'ailleurs souligné que d'autres milieux qui sont champions du monde U20 ne sont pas du voyage pour ce mondial nord-américain. La trajectoire d'un génie précoce. La progression d'Ayoub Bouhadji est une anomalie statistique et temporelle. Né le 2 octobre 2007 à Senlis et ayant grandi à Creil avant d'intégrer le centre de formation de Lille, sa vitesse d'apprentissage a bluffé tous ses éducateurs. En 2023, il fêtait sa première titularisation professionnelle avec le LOSC en Ligue Conférence contre Klav... Klaksvik à seulement 16 ans et 3 jours. Putain, c'est un 2007. C'est-à-dire j'ai 10 ans d'écart avec ce mec. Incroyable. Incroyable. Pour ceux qui pensent que la Coupe du Monde arrive trop tôt, Mohamed Wabi balaye l'argument de l'âge d'un revers de main. Beaucoup de gens parlent de l'âge, mais en termes d'expérience, il a beaucoup plus de matchs en Ligue 1 que beaucoup de joueurs et il a des matchs en Ligue des Champions. Le grand public européen s'était d'ailleurs arrêté net sur son talon la nuit de ses 17 ans, le 2 octobre 2024, aligné d'entrée pendant 90 minutes face au Real Madrid en Ligue des Champions. Il avait guidé vers un exploit retentissant, victoire 1-0, porté en triomphe par ses coéquipiers au coup de sifflet final. Et pour ceux qui l'avaient oublié aussi, Ayoub Bouhadji, il était parmi les comment ça s'appelle? Les nominés au trophée Copa du Ballon d'Or, remporté, je crois par Désiré Doué cette année. Non, Lamine Yamal, pardon, Lamine Yamal. Mais il était aux côtés de Lamine Yamal, Désiré Doué, le Portugais, je crois, je sais plus comment il s'appelle, Rodrigo Mora, et Pedri. Non, pas Pedri. Enfin, je sais plus qui y avait, mais vous voyez de quoi je parle. Bah, il était parmi les nominés quand même. Ah, désolé à mon cher LCS, Lucas, j'imagine. 3-0 Haïti, 3-0 Brésil-Haïti, on en pense quoi? Ouais, alors peut-être pas 3-0, mais 2-0, je l'aurais mis, ouais. Le monde entier rigole du Qatar ce matin. C'est gratuit, ça. Euh, Ouais. Donc on continue sur l'article pour Ayoub Wadi. Pour ceux qui pensent que la Coupe du Monde arrive trop tôt, Mohamed Ouabi balaye l'argument de l'âge d'un revers de main. Beaucoup de gens parlent de l'âge, mais en termes d'expérience, il a beaucoup plus de matchs en Ligue 1 que beaucoup de joueurs et il a des matchs en Ligue des Champions. Le grand public européen s'était d'ailleurs arrêté net sur son talent la nuit de ses 17 ans, le 2 octobre 2024, aligné d'entrée pendant 90 minutes face au Real Madrid en Ligue des Champions. Il avait guidé Lille vers un exploit retentissant, porté en triomphe par ses coéquipiers au coup de sifflet final. Son entraîneur de l'époque, Bruno Genesio, avait alors prophétisé: c'est un garçon très intelligent, il a le talent pour évoluer à ce niveau. Il doit encore faire ses preuves, mais je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter à ce sujet avec lui. Une prédiction confirmée un an plus tard, fin 2025, lors d'un nouveau récital européen face à l'AS Roma, dans une autre victoire, 1-0. Mais Boadji n'est pas agile que sur les terrains, c'est aussi une tête bien faite en dehors. Élève exceptionnel, il a obtenu son baccalauréat scientifique avec un an d'avance, avec 16 de moyenne et une mention très bien. Tout pareil. À l'âge de 15 ans, il s'était même rendu au Palais de l'Élysée pour remporter devant la première dame Brigitte Macron le premier prix du concours d'éloquence des académies de jeunes. Son thème de plaidoyer, le résultat est-il supérieur à la méthode? Sur la pelouse, l'adolescent a manifestement décidé d'allier esthétique de la méthode à l'efficacité du résultat. Un joyau qui fait des émules. Après cette masterclass face à la Seleção, Boadi est évidemment très attendu pour la deuxième journée du groupe C face à l'Écosse. Le profil d'adversaire sera largement différent du jeu rugueux, athlétique et un défi physique intense serviront de formidables révélateurs pour le jeune milieu de terrain. Samedi dernier, Boadi a préféré ne pas parler aux journalistes dans les couloirs du MetLife Stadium malgré les nombreuses sollicitations. Sous contrat avec Lille où il a prolongé jusqu'en 2029, le joueur attise déjà les convoitises des plus grands cadors de la planète. Interrogé par The Athletic sur les rumeurs de transfert, le néo, lion de l'Atlas, a gardé la tête particulièrement froide. Je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s'intéressent à moi, mais pour l'instant je suis uniquement concentré sur la Coupe du Monde et nous allons tout donner pour réaliser le meilleur parcours possible. Si le Maroc et Boadi poursuivent sur cette lancée, nul ne doute que le milieu de terrain aura de bien belles propositions. Selon les informations de Dean Jones de Flashcore, le PSG fait pour l'instant partie des clubs les mieux placés pour s'offrir les services du jeune Marocain, estimé à 70 millions d'euros.
Arsenal et Liverpool suivent également le joueur de longue date en attendant que les cadors européens ne se livrent à une bataille à coût de dizaines de millions d'euros cet été. C'est sur la pelouse de Boston que le joyau lillois devra d'abord dicter sa loi. Voilà sur Ayou Boadi, hein, donc un article très élogieux pour lui, hein, vu son match contre le Brésil. Il faudra confirmer quand même, faudra pas trop de up and down, comme on dit. Mais c'est vrai que Ayou Boadi a fait un match assez exceptionnel, hein, record de précocité pour lui. Donc on espère que ça continuera dans son sens. Euh, Merci à Mostafa Karaoke pour le follow. Bienvenue dans la communauté Atrix, ça fait extrêmement plaisir. Mbappé cote. Oh, mon bon vieux Maxence. Comment il va? Effectivement, Mbappé, le GOAT, on est plutôt d'accord sur ça. Euh, on continue sur ce match entre l'Écosse et le Maroc avec un article sur le Maroc, sur l'Écosse, pardon. Excusez-moi. Malédiction ou logique sportive, pourquoi l'Écosse perd toujours le fil à la Coupe du Monde et à l'Euro? Merci à Mostafa Karaoke pour les cadeaux. Ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, merci beaucoup, hein. Chaque matin, un petit cadeau, des petits follow, tout ça. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, hein, à venir discuter dans le chat pour discuter de cette actu football. Donc je disais quoi? Oui, article sur l'Écosse, malédiction logique sportive. Lors de ses 12 précédentes tentatives en Coupe du Monde et à l'Euro, l'Écosse n'a jamais franchi la phase de groupe en raison d'une malchance récurrente et de ses propres limites. C'est un article de Pierre-Étienne Minonzio pour l'équipe, hein. Donc l'Écosse, on disait, hein, génération très intéressante, équipe très physique qui va être très très chiante à manœuvrer avec leur talent, des joueurs comme Scott McTominay qui est injouable quand il porte son maillot de l'Écosse, McGinn qui avait marqué lors du match contre Haïti, Ferguson aussi qui joue du côté de Bologne, pardon. Ouais, qui joue du côté de Bologne, donc en Serie A. Euh, voilà, et après le reste, Andy Robertson évidemment, qui est l'un des leaders, hein, qui a fait partie des meilleurs latéraux du monde il y a encore quelques années, et qui je pense qui en a encore dans les jambes, pardon. Et après des joueurs comme Che Adams, hein, passé du côté de la Première Ligue avec Southampton, et actuellement du côté du Torino. Donc on disait, cette équipe d'Écosse, vraiment, équipe intéressante, hein, et qu'il ne faut pas sous-estimer, évidemment. Alors, c'est parfois lorsqu'elle est proche de s'interrompre qu'on réalise l'ampleur d'une malédiction. Si l'Écosse décroche un point dans la nuit de vendredi à samedi face au Maroc, ou dans celle de mercredi à jeudi contre le Brésil, elle serait quasiment assurée de se qualifier pour la suite de la compétition. Il s'agirait d'une première pour une sélection qui, lors de ses 12 précédentes tentatives, que ce soit en Coupe du Monde, 8 participations entre 1954 et 1998, ou à l'Euro 4 ou à l'Euro, d'accord, entre 92 et 2024, n'a jamais dépassé la phase de groupe. Merci à Forza Fennec pour le follow. Bienvenue dans la communauté Atric, ça fait extrêmement plaisir. Là, le terme de malédiction n'est pas trop fort pour décrire cette incongruité statistique, car au fil des années, l'Écosse a été frappée par un nombre ahurissant de coups du sort. Parfois sous la forme de drames absolus, comme le fameux crash aérien impliquant Manchester United en février 1958, qui avait causé la mort de 23 personnes et forcé Matt Busby, le manager des Red Devils, blessé lors de cet accident, à renoncer à diriger le 11 du Chardon lors de la Coupe du Monde suédoise. De même, l'Écosse s'est envolée pour le Mexique en 1986 sans son charismatique sélectionneur. Jock Stein, décédé d'un arrêt cardiaque en septembre 1985, d'un point de vue strictement sportif, les Bleus marines et blancs ont été confrontés à une déveine récurrente au point d'avoir été éliminés en 74 malgré un succès et 2 nuls, un cas unique dans l'histoire du mondial, d'avoir manqué la qualification à 4 reprises à la différence de but en 74, 78, 82 et lors de l'Euro 96, sans parler des faits de jeu invraisemblables dont ils ont été victimes, comme cette collision entre Alan Hansen et Willie Miller qui a offert un but à l'URSS en 82, ce coup de billard ayant abouti à la réalisation contre son camp de Tom Boyd face au Brésil en 98, ou encore ce penalty raté en 96 contre l'Angleterre dans des conditions étranges, le ballon ayant bougé juste avant que Gary McAllister ne le frappe. Le prestidigitateur Uri Geller se vantera ensuite d'avoir déplacé la balle par la pensée. Génial, génial. Alors, ce genre d'infos, c'est vraiment incroyable.
tout n'a pas non plus été affaire que de malchance, nuance Andy Kerr, un des responsables du musée du football écossais à Glasgow. En 1978, on a surtout été victime de l'hubris de notre sélectionneur Ali MacLeod, qui était tellement persuadé qu'on gagnerait la Coupe du Monde qu'il n'avait pas pris la peine de superviser nos adversaires. Ouf. De même, contre toute logique, l'Écosse s'est rendue à la Coupe du Monde 1954 avec un groupe de seulement 13 joueurs au lieu des 22 autorisés. Ah oui, ils aiment se tirer des balles dans le pied aussi quand même. John Bleasdale, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de cette équipe, souligne qu'elle n'a pas réussi à élever son niveau de jeu lorsque la qualification était à portée de main. Face à l'Uruguay en 1986, au Maroc en 1998 ou contre la Hongrie lors de l'Euro 2024, on n'a pas assez été bon tout simplement. Lors de chacune de ces rencontres décisives, les Écossais ont donné l'impression d'être gagnés par une angoisse grandissante, comme si la perspective de ne pas faire mieux que leurs aînés leur faisait perdre leurs moyens, la malédiction se nourrissant alors d'elle-même. Il faut aussi noter que traditionnellement, l'Écosse peine à faire le jeu, à dominer des adversaires jugés plus faibles pour Suker, ce qui explique en partie les difficultés qu'elle a rencontrées pour battre Haïti, considérant que les joueurs de Steve Clark ne partiront pas favoris face au Maroc et au Brésil et que dans le nouveau format à 48 équipes, 8 des meilleurs troisièmes rejoindront la phase à élimination directe. L'heure semble venue pour l'Écosse de franchir un cap qui se refuse à elle depuis plus de 70 ans. Donc c'est ce qu'on disait, hein, l'Écosse première de leur groupe avec la victoire contre Haïti. Contre le Maroc, hein, ça peut aller chercher un match nul, donc ça serait plutôt positif pour eux. Donc pourquoi pas voir l'Écosse en 16e de finale, sachant que le niveau est peut-être plus facile aussi cette année. Donc pourquoi pas, même s'ils ont une poule très très relevée. Pourquoi pas pour l'Écosse dans, dans ce mondial, au moins de sortir de la phase de groupe. Voilà, on va parler du match Brésil-Haïti. Merci à Fouad pour le follow, bienvenue dans la communauté Hattrick, hein. Encore une fois, ça fait extrêmement plaisir d'avoir de plus en plus de personnes sur ces lives. Malheureusement, mon ami, je ne fais pas monter, donc si tu as quelque chose à dire ou une pensée, n'hésite pas, hein, sur TikTok, enfin dans le chat, à venir discuter avec nous, ou même sur Twitch, hein, si vous souhaitez venir sur Twitch, n'hésitez pas aussi. Euh, On va sur le Brésil, le match Brésil-Haïti ce soir avec une composition de Carlo Ancelotti qui va nous remettre et qui va potentiellement changer de compo. Alors déjà le 4-2-3-1 avec Alisson dans les cages. Bremer Marquinhos, pas de Gabriel Magalhaes, pourquoi ça? Pourquoi tu nous ferais ça? C'est quoi ça? Non, je pense qu'il y aura Gabriel Marquinhos en défense centrale. Douglas Santos, Danilo. Oh là là, mais c'est quoi cette compo de con? Qu'est-ce que tu nous fais? Alors attendez, hein. On va aller plutôt se baser sur le match contre le Maroc parce que là, ce qui me dérange, c'est qu'ils disent que le Brésil est faible, mais louent pas la qualité du Maroc. Bah, le truc, c'est que le Brésil, ça reste une nation ancrée, hein, dans la tête de tout le monde comme l'une des plus grosses nations mondiales, alors que ça fait quand même quelques temps là que c'est de moins en moins bien. Et c'est vrai que peut-être la qualité du Maroc est un peu moins louée. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, le Maroc maintenant, ça va vite dans la tête des gens. On pense tous que le Maroc est une grosse équipe et c'est totalement mérité pour cette équipe marocaine. Comme je le disais, hein, c'est une équipe qui va être très très attendue. Après leur demi-finale, ils ont quand même fait demi-finale de Coupe du Monde, le Maroc. Donc ça va être une équipe attendue maintenant. Et voilà, il y a toujours cette je sais pas, cette aura, on va dire, on va utiliser ce mot, l'aura du Brésil. Il y a quand même 5 étoiles sur le maillot. Je sais pas si vous les voyez juste là, mais 5 étoiles sur le maillot pour une équipe de légende, mais qui est un peu moins forte. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu atténué le résultat du Maroc. Mais c'est une très très bonne équipe. Je suis plutôt d'accord. Et après aussi, le niveau des équipes africaines entre la CAN et la Coupe du Monde, des fois, il y a une énorme variation. Pour le coup, le Maroc, je pense que n'est pas concerné, qui sont vraiment une équipe très très dangereuse pour cette Coupe du Monde. Alors, je sais pas s'ils vont aller au bout, attention, mais je dirais que potentiellement un quart pour le Maroc, ça serait pas déconnant. Après, dites-moi, hein, pour vos pronos, qu'est-ce que vous voyez? Euh, Mais sur cette équipe du Brésil, on va aller sur la compo qu'il y avait lors du match contre le Maroc. Voilà, c'est plutôt une équipe comme ça qu'on devrait
retrouver. Donc avec Alisson dans les cages, on disait Marquinhos, Gabriel en défense centrale, Douglas Santos à gauche. Alors Ibanez qui était sorti à la mi-temps contre le Maroc avec l'entrée de Danilo, donc c'est pour ça qu'ils nous ont mis Danilo dans cette compo probable. Au milieu de terrain, Casemiro, Guimarães plutôt que Fabinho, s'il vous plaît. Mais là aussi, Fabinho était rentré à la mi-temps, donc pourquoi pas avoir Fabinho à la place de Casemiro. Honnêtement, j'irai pas sur ça, hein. Je garderai Casemiro, Guimarães. C'est surtout pour moi l'attaque qu'il faudrait toucher du côté de cette équipe brésilienne. On le voyait là contre le Maroc. Vinicius Junior à gauche, Igor Thiago devant, Rafinha en 10 et Lucas Paqueta. J'irai pas du tout sur ça. Bon, Neymar ne peut pas jouer, donc pour l'instant, je ne ferai pas confiance à ça. Alors là, on voit sur la compo probable Luis Enrique à droite, Rafinha encore en numéro 10, Vinicius Junior à gauche et Mateus Cunha. Alors déjà, Mateus Cunha titulaire, ça me paraît très intéressant. Mais après, je pense que Carlo Ancelotti, il doit avoir un problème avec Hendrick, je pense. Parce que moi, clairement, je le testerai titulaire, hein, Hendrick. Clairement, il s'est remis en confiance avec l'Olympique Lyonnais cette saison. C'est exactement pour ça qu'il a signé à Lyon. C'est pour gratter du temps de jeu et se mettre en confiance. Je pense que là, elle est au maximum. Donc, je ferai plutôt ça. À droite, je testerai du coup Mateus Cunha. Et ou sinon, attendez, je suis en train de réfléchir du coup en même temps à ce que je raconte. Moi, je voudrais voir aussi, pourquoi pas, Vinicius Junior en pointe à côté d'un attaquant. Donc, pourquoi pas l'attaque Hendrick Vini. Moi, ça me paraît pas déconnant. Ou Vini Cunha. Et donc, changer directement le système. Parce que ce 4-2-3-1 là, avec Paqueta à droite et Rafinha en 10, je le trouve assez ridicule. Enfin, ridicule, je le trouve pas bon. Attention, attention. Ne pas prendre ça au sérieux. Mais voilà, ce qui serait hyper intéressant, c'est d'avoir un espèce de Neymar en 10, Vinicius devant avec Cunha, pourquoi pas à gauche. Voilà, échanger Vinicius et Cunha. Et à droite, en fait, c'est à droite que la question vraiment se pose du côté du Brésil. Est-ce que Mateus Cunha est capable de jouer dans ce rôle à droite? Sinon, clairement, hein, mettre des espèces de. Qui on pourrait mettre sur ce côté droit? Prono USA-Australie. Moi, j'ai dit victoire. Non, j'ai dit match nul. Match nul entre les États-Unis et l'Australie, pardon. Mais c'est vrai que sur ce côté droit, Mateus Cunha, donc là, il est noté avant-centre sur Transfermarkt, plus côté gauche aussi. Sinon, le Luis Enrique, hein, Luis Enrique, il a pas l'air dégueu sur ce côté droit, donc c'est vrai que c'est pas con non plus. Mais clairement, Igor Thiago, je le laisserai pas sur le terrain. Après, ça se joue, voilà, Mateus Cunha, Hendrick pour ce poste d'avant-centre. Ou alors Gabriel Martinelli. Non, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, ou sinon Paqueta. Attention, attention. Paqueta en 10, Rafinha à gauche, Vinicius devant. Et à droite, celui qu'on veut, Luis Enrique. Ça me paraît pas déconnant ce que je viens de dire. USA 3-1. Ok. Après, les États-Unis sont favoris hein, dans ce match contre l'Australie. Mais voilà, il faut clairement que Carlo Ancelotti change son système parce que on l'a vu contre le Maroc, ça marche pas. Et donc, il va falloir du changement. Côté Haïti, alors je disais, en fait, il y a des joueurs qu'on connaît quand même du côté de Haïti. Par exemple, Johnny Placide, passé du côté joueur de Bastia, qui a joué à Reims aussi. Moi, je me souviens plus de lui à Reims que Bastia. J'avoue que la Ligue 2, c'est encore un niveau que je ne suis pas forcément. On voit Delcroix, AD, alors là, pour le coup, je connais pas. Arcus, il me semble que c'est le joueur d'Angers, c'est ça, Carles Arcus. Expérience, alors là je connais pas du tout. Jean-Jacques, joueur de MLS, quand j'avais suivi la MLS, il me semblait que ça me disait quelque chose. Bellegarde, le joueur de Wolverhampton. Casimir, du côté de Auxerre. Providence, là pour le coup, je ne connais pas. Ruben Providence. Non, pour le coup, là c'est trop pour moi.
passer du côté de la Roma chez les jeunes. Et après, devant Wilson Isidore, le buteur de Sunderland. Ok, ça on est bon. Et Pierrot, Franzi Pierrot, alors là, qui joue, je sais, c'est quoi ça? Qui joue du côté de Rizespor en Turquie. Donc voilà, des joueurs intéressants pour cette équipe haïtienne. Donc c'est pour ça ils sont allés chercher. Bon, ils ont réussi à faire une défaite, mais une défaite sur un court résultat. Euh, contre l'Écosse. Voilà, le Brésil, il va falloir qu'il se méfie parce que s'ils se regardent un peu trop jouer les Brésiliens, ils risquent d'aller chercher. Alors, j'imagine pas une défaite, ça me paraît compliqué quand même une défaite contre Haïti, mais peut-être un match nul, ça peut être dangereux pour le Brésil, sachant qu'ils ont un point. S'ils font un point, ça en ferait deux, et contre l'Écosse, pareil, ça pas facile non plus. Donc attention le Brésil à ne pas jouer trop aux idiots. On le voit quand même sur les cotes, le Brésil est favori avec une cote à 1,9, 1,10 et Haïti une cote à 25. Voir le match nul. Brésil-Haïti, cote à 10, 11 là. Les amis, je n'influence personne, mais on s'est compris. Donc voilà, pour ce match, on va voir hein, voilà, ce qui est dit dans notre revue de presse. Alors déjà, quel numéro 9 pour le Brésil? On aura aussi la conférence de presse de Carlo Ancelotti et celle de Gabriel Magalhães. Quel numéro 9 pour le Brésil? Depuis la retraite d'Adriano, la Seleção est à la recherche de l'avant-centre perdu. Le Brésil rencontre des difficultés au poste d'avant-centre depuis des années. L'équipe actuelle semble particulièrement en souffrir. Carlo Ancelotti ne trouve pas la solution et les explications sont multifactorielles avant d'affronter Haïti vendredi. Un article de Hugo Guillemet pour l'équipe. Tu ressembles à Kolasinac. Pas très sympa. Pas très sympa. Il est pas très beau, Kolasinac. Euh... Ok. Les Brésiliens attendent désespérément de gagner à nouveau la Coupe du Monde 24 ans après leur cinquième étoile conquise en 2002 à Yokohama face à l'Allemagne et à observer les centaines de supporters qui ont envahi les rues et les hôtels de Philadelphie depuis jeudi. Depuis jeudi, on dirait bien qu'ils savent ce qui manque à leur Seleção pour y parvenir. La moitié d'entre eux portent des maillots floqués Ronaldo à la retraite internationale depuis 20 ans. On n'imaginerait pas l'équivalent avec les fans français qui arborent Mbappé ou Dembélé en majorité et non Henry, Pires ou Ribéry. Bon, alors ça c'est vraiment de la mauvaise foi parce que les maillots Zidane, mon pote, on les voit dans tous les coins de rue. Hein. Euh, Mais on comprend que les Brésiliens restent figés dans un passé bien plus excitant que le présent. Je ne vais pas gâcher le flocage avec Igor Thiago rigole. Kaique qui a voyagé de Sao Paulo, il n'a pas le niveau de la Seleção, puis dans 3 mois ce sera un autre. Alors là je suis plutôt d'accord, hein, vous le voyez hein, à l'écran les amis, j'ai choisi mon petit maillot du Brésil floqué. Pour le coup j'avais envie de mettre aucun des joueurs du Brésil. Si Neymar n'était pas là, évidemment, vu qu'il est floqué du numéro 10 de Neymar, honnêtement, j'aurais même pas essayé de floquer un joueur brésilien. Si j'avais pas mis Neymar, j'aurais mis clairement un Ronaldinho ou un truc comme ça, un truc un peu fantaisiste. Parce que franchement, y a aucun joueur que je suis extrêmement fan dans cette équipe brésilienne. L'avant-centre de Brentford a gêné tout le monde lors du premier match contre le Maroc par son manque de mobilité et sa technique rudimentaire et il n'a pas exactement le profil des attaquants appréciés au pays. Ah, c'est sûr que c'est pas le Joga Bonito, Igor Thiago. Je ne le connaissais même pas, explique Paulo César. On manque clairement d'un numéro 9. Le champion du monde 1970 aimerait voir les jeunes Hendrik, qui n'a pas eu assez d'opportunités. On est d'accord, mon ami. Ou Ryan, un super joueur discipliné qui va vite, se déplace et frappe bien, mais il a bien ciblé le problème dont souffre l'équipe nationale depuis presque 2 décennies. Il n'y a jamais eu de successeur à Adriano, le dernier avant-centre dominant du football mondial que le Brésil ait connu et dont la dernière sélection remonte à 2010. L'explication, c'est que nos clubs ne forment plus que des ailiers dans les catégories de jeunes, analyse Felipe Brissola, suiveur de la Seleção pour TV Globo. Ils ne sortent plus d'avant-centre car c'est moins intéressant pour les agents. Il est plus facile de transférer des ailiers. Il y en a toujours 2 dans le 11, pardon.
Hein. J'ai parié les 2 équipes marquent, victoire USA, ça passe. Bah, moi, je t'ai dit, j'ai dit match nul, mon ami. Après, les 2 équipes marquent, c'est pas déconnant, mais victoire USA, je l'aurais pas mis. Désolé, je trouve qu'il est soigné. Ouais, j'ai peut-être été dur, mais je ressemble pas à Kolasinac, les amis. Je suis plus beau gosse quand même. Franchement. Bref. Le Brésil a pourtant gagné en 2002 grâce à 8 buts de Ronaldo, dont 2 en finale. 8 ans plus tôt, en 94, le jeune phénoménal n'était pas sorti du banc, mais l'équipe appartenait alors à Romario, buteur à chaque match du tournoi victorieux, sauf en finale. On n'a plus ce type de joueur doté d'une forte personnalité, capable de prendre les choses en main, d'assumer leurs responsabilités et de faire basculer le match dans les moments décisifs, regrette Careca, ancien buteur de la Seleção, 29 buts en 60 sélections entre 82 et 93. Ce sont eux qui font la différence dans la surface. Des joueurs à l'ancienne, mais je pense que c'est aussi la faute du style de jeu moderne. Une carte à jouer pour Hendrick. Les numéros 9 existent encore, mais il s'appelait Richarlison. Ouais, par contre, Joao Pedro. Joao Pedro, c'est vrai qu'on oublie vite cette dinguerie faite de la part de Carlo Ancelotti de ne pas sélectionner Joao Pedro. Je trouve ça fou, hein, perso. Ah, Pedro. Oui, c'est ça, il s'appelait Pedro. Oui, et Pedro en 2022, mais c'est Joao. Que je dise pas de conneries, moi. Je perds la tête. Ouais, c'est ça, Joao Pedro, le buteur de Chelsea, je trouve ça fou qu'il n'ait pas été sélectionné quand même. En 2022, Gabriel Jesus et Firmino en 2018. Ah, Firmino, c'était quelqu'un quand même. Même Gabriel Jesus, hein. Fred et Joe en 2014, ça c'était fou. Ah, vu l'équipe qu'ils avaient, c'était fou. De bons joueurs, mais rien pour atteindre le toit du monde. Tandis que le meilleur avant-centre brésilien de la saison, João Pedro, n'a pas été retenu par Ancelotti, il est la victime du choix Neymar, mais aussi du fait qu'il n'a jamais performé avec la Seleção. Comme il le fait à Chelsea, justifie Brissola. Il a été irrégulier, le coach a préféré prendre des jeunes comme Hendrick ou Ryan plus polyvalents. Enfin, là pour le coup, je pense pas que ce soit le choix de Neymar qui ait condamné João Pedro. Hein. Je pense qu'il y a eu d'autres choix faits. Déjà, il a pris trop d'ailiers, je pense. Après, il pourrait mettre Cunha, hein. Cunha en neuf. C'est quand même du solide, hein, les gars. L'attaquant prêté à l'OL sur la deuxième partie de saison a d'ailleurs la préférence de Careca. Je parle de lui depuis longtemps et j'espère qu'il va jouer. Lance l'ancienne star de Naples. Il ne doute pas. Il élimine et il a de la personnalité. Pour affronter Haïti dans la nuit de vendredi à samedi, le sélectionneur italien pourrait être tenté d'aligner Igor Thiago à nouveau afin d'essayer de le mettre en confiance. Mais il devrait aussi tester d'autres options alors qu'il tâtonne encore à ce poste. Jeudi, il a par exemple positionné Rafinha avant-centre lors de la mise en place à huis clos. Waouh, Rafinha avant-centre avec Cunha en soutien. C'est pour tout ça qu'on doit espérer que Neymar, malgré ses soucis physiques, soit rapidement apte, ajoute Careca. C'est un génie qui pourra élever le niveau de l'équipe, mais un génie sur le flanc et qui regardera la rencontre à la télé. Voilà, hein, la question du numéro 9 côté Brésil. Peut-être que Carlo Ancelotti y a répondu lors de sa conférence de presse. Nous devons augmenter notre qualité de jeu, clame Carlo Ancelotti. Le sélectionneur brésilien, à la veille du deuxième match de la phase de groupe, a demandé à son équipe plus d'équilibre et de qualité. Après les critiques essuyées lors de ses débuts, Carlo Ancelotti doit envoyer un message clair aux Brésiliens et au Brésil. Face à Haïti à Philadelphie, le sélectionneur italien, après le point obtenu contre le Maroc, doit impérativement l'emporter avec du jeu et de la qualité. Un duel qui semble présenter peu de pièges, mais si Ancelotti ne compte pas sous-estimer ses prochains adversaires. Leur match contre l'Écosse a été équilibré. Haïti a surtout montré de grandes qualités physiques. C'est une équipe bien organisée avec un système de jeu très clair, un avant-centre de référence très grand et des caractéristiques bien définies. Ils jouent un bon football en fonction de leur qualité. C'est un adversaire que nous devons respecter, comme tous ceux présents à un mondial. Le sélectionneur brésilien est ensuite revenu sur l'opportunité de diriger une sélection comme celle du Brésil lors d'un mondial. Pour moi, c'est un privilège d'être ici comme sélectionneur. La pression fait partie du métier, mais j'ai l'expérience nécessaire pour la gérer. Puis un retour sur des débuts pas vraiment positifs. La prestation contre le Maroc ne m'a pas satisfait et me pousse à être critique envers l'équipe. Mais il doit s'agir d'une critique positive et constructive. C'était le premier match et comme on le dit souvent, on ne gagne pas le mondial dès la première rencontre.
Début inattendu. Il ajoute ensuite le premier match, surtout la première mi-temps a été en partie inattendue. Je pensais que l'équipe pouvait mieux jouer, peut-être que le fait de débuter au mondial et le poids du maillot ont eu un impact mental sur les joueurs. La première mi-temps n'a pas été bonne, nous avons commis trop d'erreurs et l'équipe n'a pas été équilibrée. Nous devons progresser sur ce point et augmenter la qualité de notre jeu en réduisant les erreurs dans les passes. La Seleção a fait son autocritique après le match nul insipide contre le Maroc, une attitude qui a plu à Ancelotti. Nous devons trouver des solutions. Je pense que l'autocritique des joueurs et de toute l'équipe a été positive. Ces derniers jours, nous avons travaillé pour corriger les erreurs et je suis convaincu que nous y parviendrons. Tôt ou tard, nous trouverons les bonnes réponses car je continue de croire que cette équipe peut être compétitive dans ce mondial. Et face à Haïti, le technicien italien a déjà en tête quelques changements. Nous ferons quelques ajustements, mais pas forcément parce que la première mi-temps a été négative. Certains joueurs pourraient simplement être plus frais que d'autres. Enfin, un message à son équipe. L'idée partagée au sein du groupe est claire. Nous pouvons faire mieux et nous devons le faire. Je crois que nous avons les qualités pour y parvenir et pour proposer un football agréable. Devant, nous avons des joueurs de qualité, rapides, puissants et solides. Donc voici les mots de Carlo Ancelotti juste avant le match contre Haïti cette nuit. Nous ferons tout pour la victoire, affirme Gabriel. Le défenseur du Brésil à la veille du match contre Haïti a également eu l'occasion d'évoquer sa saison avec Arsenal et sa relation particulière avec son compatriote Marquinhos. À la veille de Brésil-Haïti, le défenseur Verde Oro Gabriel s'est exprimé. Je pense qu'en club, nous travaillons beaucoup chaque jour et quand nous arrivons en sélection, nous n'avons pas le même temps pour travailler comme nous le faisons pendant la saison. Cependant, j'essaie d'aider mes coéquipiers du mieux possible, tout comme ils le font avec moi afin que nous soyons plus efficaces sur les coups de pied arrêtés. Nous savons que les phases arrêtées peuvent complètement changer un match. C'est pourquoi j'essaie de partager avec mes coéquipiers certaines des choses que nous faisons en club. Comme je l'ai dit là-bas, nous y travaillons chaque jour. En sélection, en revanche, on se retrouve avec les meilleurs joueurs et il faut s'adapter le plus vite possible. Il faut comprendre ce que l'on attend de chacun, mais cela demande du travail et aussi du temps. Le joueur d'Arsenal le semble confiant. Nous savons ce que nous devons faire sur le terrain. Nous sommes conscients de ne pas avoir réussi notre premier match, mais ce que vous pouvez attendre de nous demain, c'est un grand engagement et beaucoup de dévouement. Nous ferons tout pour décrocher la victoire. La saison avec Arsenal est l'erreur en finale. Puis il poursuit. Je ne pense pas avoir de raison de me plaindre. J'ai vécu une saison très positive avec Arsenal où nous avons réussi à remporter le championnat après 22 ans. Je suis très heureux de ce résultat. À propos de la finale à Budapest, en ce qui concerne la finale de la Ligue des Champions, je pense que tout le monde sait que seuls ceux qui s'avancent pour tirer un penalty peuvent vraiment comprendre ce moment et en affronter les conséquences. Mais je suis heureux et fier d'être ici avec la sélection. À propos de Marquinhos, sur les défenseurs du PSG, la première chose qu'il a faite n'a pas été de fêter mais de venir m'embrasser. Je peux dire qu'il m'a apporté un soutien énorme, je suis avec lui en sélection depuis 2 ou 3 ans et chaque jour j'ai appris quelque chose de lui. Je suis un grand admirateur autant en tant que personne que comme joueur et l'affection et l'estime que j'ai pour lui ont encore grandi après la finale de la Ligue des Champions. Salut, tu savais que je suis une star? Eh ben non, dis-nous tout mon cher Théo, dis-nous tout. C'est moi Théo Lavabo, Théo Hernandez, Théo Griezmann. Qu'est-ce que tu me racontes, mon frérot? Ok, bref. Bref. Et pour finir sur cette équipe du Brésil, le retour de Neymar à l'entraînement quand même. Enfin. Neymar ne jouera pas contre Haïti et ne devrait pas jouer avant la phase finale. Terrible. La CBF a annoncé ce jeudi 18 que Neymar ne voyagerait pas avec la délégation brésilienne à Philadelphie. Ce jeudi, où le Brésil affronte Haïti dans le cadre de la deuxième journée de Coupe du Monde, le numéro 10 est donc forfait pour le match de ce vendredi. Bien que Neymar ait progressé dans sa récupération cette semaine aux États-Unis, le plan de la Seleção indique désormais que l'attaquant ne devrait être proche des 100% qu'à partir de la phase à élimination directe du mondial. Merde! Quand Neymar revient-il? La reprise sur les terrains entamée ces derniers jours reste timide, a indiqué UOL ce jeudi. Après avoir couru moins de 15 minutes en début de semaine, le crack s'est entraîné individuellement et sans contact avec le reste du groupe ce mercredi. Le calendrier serré de la Seleção montre que la présence du joueur lors de la première phase est quasiment impossible. Absent pour l'affrontement contre Haïti ce vendredi, il ne restera qu'une semaine avant le dernier match du groupe C contre l'Écosse mercredi prochain à Miami, une ville située à 1800 km du New Jersey, base actuelle du Brésil. On voit le retour de Neymar, félicité par ses coéquipiers. Il s'entraîne tout seul pour l'instant. Bon, au moins il est sur un terrain de foot.
Vous voyez, il touche le ballon. Là, il touche le ballon, c'est impressionnant ce qu'il fait là. Pied gauche. Waouh. Waouh. Là, il fait des jongles. Waouh. On rigole, mais le Brésil a besoin de lui quand même. Bon, ben, en espérant le voir en tout cas. Après les déplacements, les matchs et les jours de repos prévus, Neymar n'aurait que 3 jours entre dimanche et mardi pour s'entraîner avec ballon et retrouver le rythme idéal. Pour un joueur qui n'a pas joué depuis un mois après s'être blessé au mollet droit avec le Santos, ce délai est jugé irréaliste. Terrible, terrible. Prévision déçue. La situation actuelle va à l'encontre de l'optimisme initial du staff technique. Avant le début du tournoi, l'entraîneur Carlo Ancelotti et des membres de la délégation assuraient que si l'attaquant manquait le premier match contre le Maroc, il serait certainement prêt à affronter Haïti. Ce pronostic ne s'est pas confirmé, même si la CBF affirme en interne que le joueur respecte scrupuleusement le délai de 3 semaines de récupération fixé le 28 mai, alors à Teresopolis. En conférence de presse, le latéral Danilo a minimisé la précipitation autour du retour et souligné l'importance technique de son coéquipier. Bien sûr, il faut faire avec la réalité et non avec des hypothèses. Ce qu'on espère, c'est qu'il soit en forme physiquement, qu'il puisse se rétablir et apporter sa contribution, comme il l'a toujours fait, que ce soit pour 10 minutes, 5, 20 ou une demi-heure, a déclaré le joueur de Flamengo. Donc voilà, pas de Neymar contre Haïti, en espérant le voir contre l'Écosse et au moins en 16e de finale, on espère en tout cas, pour le Brésil. Voilà, il restait un match dont on souhaitait parler, c'est la Turquie contre le Paraguay. Il nous reste combien de temps dans ce live? À peu près 15 minutes, donc on va continuer tranquillement. La Turquie contre le Paraguay. La Turquie qui a perdu leur match d'entrée dans cette Coupe du Monde contre l'Australie, 2-0. Alors qu'ils ont pourtant des joueurs de talent, on le voit dans la composition probable avec Shakir, Bardakchi, Demiral en défense centrale, Kadjoglu à gauche, Muldur à droite, mais au milieu de terrain, Çalhanoğlu, Yüksek, Kokchu, et en attaque, Arda Güler, Kenan Yildiz et Artu Akturkoglu, pardon. Côté Paraguay, alors là, très peu de joueurs dont on... Ah, quoique, il y a un ou deux mecs quand même. Avec Alderete, le défenseur de Sunderland, ça me dit quelque chose. On voit aussi Almiron du côté de l'Atalanta et évidemment Julio Enciso, hein, l'attaquant, le milieu de terrain, le métronome de l'équipe de Strasbourg. Voilà, voilà. Donc une composition en 4-4-2. On rappelle les cotes. La Turquie est favori, mais une cote à 2 quand même pour la Turquie. Là aussi, mes amis parieurs, on fait extrêmement attention. Mais cote à 2, on se sait. Pas con de la mettre. Et Paraguay, une cote à 3-4 à peu près. En fait, il y a autant de cotes pour un match nul qu'une victoire du Paraguay. Donc les amis, si évidemment on ne parie que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. On avait un petit article sur la Turquie, sous la pression des vautours, Çalhanoğlu et ses coéquipiers sous tension. Même sous le soleil chaud de Californie, à des milliers de kilomètres de leur pays, le capitaine Hakan Çalhanoğlu et les footballeurs turcs, très critiqués, ne peuvent pas échapper à la tempête. Les critiques fusent de toutes parts et l'ancien sélectionneur Fatih Terim y va lui aussi de ses remarques cinglantes. Alors que la légende de la musique Tarkan lance un vibrant appel à l'unité, le président de la fédération Ibrahim Atchiosmanoglu a perdu patience. La pression ne pourrait guère être plus forte à l'approche de ce qui pourrait déjà être une finale très précoce pour l'avenir de l'entraîneur Vincenzo Montella dans le cadre de la Coupe du Monde. Bien sûr, nous donnerons à ces vautours et hyènes la réponse qu'ils méritent, a lancé Atchiosmanoglu, selon Fanatic à l'adresse des détracteurs. Mais la meilleure réponse, l'équipe devra la donner samedi à Santa Clara face au Paraguay sur le terrain, car après la défaite surprise lors du match d'ouverture contre l'Australie, les Turcs qui avaient entamé le tournoi avec tant d'enthousiasme risquent une élimination précoce en cas de nouveau revers. Terim intervient depuis la touche. Dans le pays, la situation très tendue fait monter les émotions. Un critique en particulier agace Atchiosmanoglu, Terim surnommé l'Imperator. La légende des entraîneurs avait appelé le public en colère et des médias à soutenir l'équipe. Les comptes pourraient être réglés après le tournoi. Cette déclaration a fait déborder le vase. Terim ne se comporte pas comme un impérator, a fustigé Atchiosmanoglu lors d'un point presse en marge d'un entraînement. Il s'est dit vraiment déçu. Qui voulez-vous donc tenir pour responsable? Les propos tranchants du patron de la fédération ont jeté de l'huile sur un feu déjà bien allumé.
Thierry Henry a réagi à la défaite de la Turquie contre l'Australie. Alors, j'ai un peu la flemme de faire la traduction. Hop là, voilà. Si vous étiez au match, surtout vu comment des joueurs comme Çalhanoğlu et Yüksek ont contrôlé le jeu, c'était impressionnant. Je dirais que statistiquement, la meilleure équipe a perdu. Vincenzo Montella a vraiment bien mis en place l'équipe, mais faire jouer Arda Güler sur ce flanc gauche leur a coûté un peu, parce que je pense qu'en lui donnant ce rôle de numéro 8, il aurait pu faire mieux. Entraîner n'est jamais facile, parfois on ne sait pas quoi dire pour motiver ses joueurs, ça a peut-être été le cas pour Vincenzo Montella aujourd'hui. La Turquie a une super équipe avec des joueurs, avec de jeunes joueurs, Yildiz, Kadioglu et Arda Güler, ils ont aussi de l'expérience, c'est vraiment dommage qu'ils aient perdu, mais je m'attends à ce qu'ils reviennent plus forts. Voilà, Thierry Henry, consultant pour Fox News, je crois, aux États-Unis. Et on le sait très bien, hein, Thierry Henry, il est meilleur consultant quand même que peut-être coach. Voilà. La vague de critiques a même poussé la pop star Tarkan à s'exprimer. Il a confié avec tristesse avoir constaté que la sélection nationale était fortement mise sous pression. Dès le premier match, a écrit le chanteur sur ses réseaux sociaux. Selon l'agence France Presse, Anadolu Asanji croit que nos garçons et tout le staff technique ont tout donné pour montrer le meilleur d'eux-mêmes. Victoire obligatoire contre le Paraguay. L'équipe a besoin de solidarité, pas de condamnation, a insisté l'artiste dont la chanson Bir Oluruz Yolunda avait accompagné la marche vers la troisième place en 2022. À l'époque, la Turquie avait perdu son premier match contre le Brésil. Assi Osmanoğlu a lui aussi appelé à mettre les débats en pause pour l'instant, car dans ce contexte, l'équipe autour de Arda Güler doit encore éviter la catastrophe lors de la troisième participation du pays à une Coupe du Monde. Une victoire contre le Paraguay également 100 points est quasiment impérative. Lors du dernier match de groupe, il faudra ensuite affronter le principal pays hôte, les États-Unis, portés par l'euphorie. Donc voilà, attention, attention la Turquie, à ne pas déconner ce soir contre le Paraguay, ils sont censés être meilleurs, hein, ces Turcs. Donc il faut s'imposer ce soir. Voilà, sur les infos de cette Coupe du Monde, alors on a quasiment fait 2 heures sur tous les matchs de ce soir, hein, vu qu'il y avait pas mal de choses à dire. On peut peut-être finir. Du coup, on n'aura pas tous nos articles, hein, on ne pourra pas faire tous nos articles, mais on aura le temps d'en reparler évidemment. Alors, pour résumer les articles qui nous restaient, vous savez qu'on parlera de la défense. Alors, on va lire l'article sur Ousmane Dembélé pour finir, hein, évidemment. Mais la charnière centrale, pardon, William Saliba, Dayot Upamecano, deux références mondiales complémentaires pour sécuriser les Bleus à la Coupe du Monde. Là aussi, hein, on a parlé lors du débrief de France-Sénégal. Très très bon match de cette charnière, hein, l'une des meilleures charnières du monde, hein, clairement. William Saliba, Dayot Upamecano. Les remplaçants vont avoir un rôle crucial dans cette équipe de France. On aura le temps évidemment d'en reparler, hein. Si on ne peut pas aller au bout, n'importe quelle équipe ne peut pas aller au bout sans un bon exceptionnel. On avait des articles concernant Cristiano Ronaldo et l'équipe du Portugal. Est-ce que c'est vraiment Ronaldo le problème de cette équipe portugaise? Potentiellement, ça peut être aussi Roberto Martinez, leur sélectionneur, qui décide vraiment Ronaldo, Roberto Martinez. Est-ce que voilà, Martinez n'est pas en train de saboter le Portugal pour avoir son poste au sein de Al Nasser? C'est une vraie question qui se pose, hein, depuis les dernières infos qui sont sorties. Eli Wahi sera bien du voyage du côté de la Côte d'Ivoire, enfin du côté du Canada avec la Côte d'Ivoire, hein, lui qui avait des problèmes pour passer, pour rentrer au Canada, il sera finalement bien là. Au niveau des infos mercato, bon, on checkera Fabrizio Romano plus tard. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Enzo Fernandez se rapproche encore un peu plus d'un transfert au Real Madrid. Ça se rapproche l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, hein, pour Enzo Fernandez. Van Eyck, le défenseur de Brighton, signe pour 60 millions d'euros du côté de Tottenham. Là aussi, intriguant pour ce défenseur de 26 ans, voulu par Roberto De Zerbi, son ancien coach du côté de Brighton. Christian Kivu prolonge jusqu'en 2028 avec l'Inter après une saison de rêve, hein, lui qui est devenu un peu en espèce de coach par défaut. Après le départ de Simone Inzaghi, Christian Kivu a remporté le Scudetto avec l'Inter, donc il prolonge jusqu'en 2028. Et enfin, la cour d'appel confirme qu'Achraf Hakimi sera jugé pour viol, hein. Donc ça va trotter dans la tête du capitaine de la sélection marocaine. Après des accusations de viol, ben, il sera bien jugé pour cette histoire, hein, de février 2023, accusé par une femme d'avoir été violée par le coach,
le latéral marocain. Donc on suivra cette affaire aussi de près. En tout cas, on va finir sur quand même cet article concernant Ousmane Dembélé, parce que je voulais quand même en parler. On a eu beaucoup de débats autour de lui. À quand le déclic après 10 ans et 60 sélections? Les Bleus attendent toujours qu'Ousmane Dembélé active le mode Ballon d'Or. Avec le PSG, Ousmane Dembélé a montré qu'il n'était jamais trop tard pour se réinventer. Il lui reste à le faire avec les Bleus à la recherche de leur troisième étoile lors de la Coupe du Monde 2026. C'est un article de Vincent Duluc, Anthony Clément, Hugo Delhomme qui sont à Boston. Il a déjà 29 ans, il faut continuer de croire qu'Ousmane Dembélé a un avenir différent devant lui sous le maillot bleu. 60 sélections, c'est une vie déjà, mais une vie trop souvent dans la marge des exploits des autres. Trop souvent dans la zone grise des promesses qu'il suscite et qu'il tient difficilement, trop souvent éloigné des statistiques qu'il a fini par produire en club. La carrière internationale de Dembélé continue de susciter l'incompréhension à la fois en regard de son talent, du nombre de chances qui lui ont été offertes et du décalage entre le joueur magnifique qu'il est devenu sous le maillot du PSG, Ballon d'Or France Football en septembre dernier, et l'attaquant décisif qu'il peine à devenir en équipe de France. 7 buts seulement en 60 sélections. Il existe difficile 5 matchs de sa part en bleu dont on se souvienne. Bien sûr, il serait plus simple de jouer au même poste qu'au PSG, mais il a déjà souffert en bleu en jouant comme en club par le passé de tout temps. Il a fallu que de grands joueurs se décalent un peu en sélection par rapport à leur utilisation en club. Ce sont d'abord ces statistiques qui entachent sa réputation sous le maillot bleu. 3 buts sur ses 20 dernières sélections, c'est évidemment insuffisant et ses passes décisives n'ont pas été si nombreuses. Celle réussie face au Brésil le 26 mars à Boston venait après une longue série de 25 sélections sans être passeur. Le problème de Dembélé en équipe de France est qu'il existe difficilement 5 matchs dont on se souvienne. Par-delà le soir de son premier but contre l'Angleterre en juin 2017, on a donc plongé dans les archives et relevé toutes ces notes dans l'équipe. Le critère n'est pas absolu, mais dessine une tendance. Lors des phases finales auxquelles il a participé, ainsi que celles obtenues depuis l'Euro 2024, la réalité récente est qu'il a peu joué depuis l'Euro, 9 titularisations sur 21 possibles, avec une moyenne assez faible, 4,44 et une bonne soirée dans le lot contre la Belgique 2-0, note de 7 en septembre 2024 à Lyon. Oh, il est long l'article. Oh la vache. Ouf. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire tout ça? Bref. En phase finale, sa trace n'est pas considérable non plus que ce soit à l'Euro ou en Coupe du Monde, blessé pendant la première phase de l'Euro 2021 et forfait pour le reste de la compétition. Il aura été titulaire 4 fois sur 5 matchs disputés à l'Euro 2024 dans une équipe offensivement bancale et handicapée avec une moyenne médiocre de 4,2. Malgré le pénalty provoqué contre la Pologne et une belle entrée en jeu en quart de finale contre le Portugal, une trace contrastée en Coupe du Monde. Sa trace en Coupe du Monde est contrastée. En 2018, il avait été le joueur immédiatement sacrifié après le premier match contre l'Australie. Didier Deschamps imaginant un autre système. Ensuite, il n'avait disputé que 2 minutes dans les matchs à élimination directe face à l'Uruguay. Il aurait eu beaucoup plus d'impact pendant la Coupe du Monde 2022, échappant enfin à la concurrence de Kingsley Coman. Passeur pour Mbappé contre l'Australie et la Pologne, il s'est ensuite éteint progressivement, avait peiné face au Maroc, avant d'être sorti dès la 41e minute de la finale au profit de Randal Kolo Muani. Historiquement, Dembélé n'a donc pas encore trouvé en bleu une place à la mesure de son talent, de son statut en club et de son ballon d'or. Mais puisqu'il s'est réinventé au PSG à 28 ans, il n'a pas de raison qu'il ne puisse pas le faire en sélection à 29 ans. Un cadre malgré tout. Les Bleus ne peuvent pas ignorer ce qu'est la vie sans Dembélé au bout d'une saison internationale lancée par sa blessure face à l'Ukraine. S'il s'agissait de sa dernière apparition avec l'équipe de France en 2025, il a pu montrer en 2026 ce qu'il apportait. Le 26 mars, il a brillé contre le Brésil en étant aligné sur le côté droit avec une liberté qui lui a permis de beaucoup permuter et d'offrir une passe décisive à Mbappé dans la profondeur, un registre qu'il affectionne. Cette complicité est une promesse qui n'a pas encore produit d'autres statistiques puisque Dembélé était introuvable dans l'axe contre l'Irlande du Nord. Et il n'a pas tiré un profit personnel de la seconde période réussie contre le Sénégal mardi, arrêté pour lui à la 80e minute. Oh la vache, c'est long. Remplacé par Bradley Barcola qui a marqué dans la foulée, le Ballon d'Or n'est pas sorti satisfait de son match, mais pas catastrophé non plus, car il n'a pas le sentiment d'avoir raté son entrée dans la compétition. Il faut dire que son petit bilan aurait pu être différent si Mbappé n'avait pas manqué son contrôle à la réception d'une de ses bonnes passes.
Et Deschamps n'a pas de raison immédiate d'ébrécher son statut. Avec Dembélé, le sélectionneur sait qu'il gagne un acteur offensif, prêt à faire les efforts ingrats, à être remplacé sans état d'âme, à endosser différents rôles sans revendiquer une position particulière. Et le débat sur le positionnement plus axial d'Olysée ne suscite donc pas de crispation. Capable de faire passer des messages sur l'implication défensive. Quelle que soit sa place sur le terrain, Dembélé ne sera de toute façon jamais dans les mêmes conditions qu'au PSG. Et sa simple présence a pu également ouvrir des espaces pour les autres après la mi-temps face au Sénégal. S'il voulait toucher aux Parisiens, Deschamps ne disposerait pas d'une solution évidente à moins de le suppléer par un milieu pour passer en 4-3-3. Cherki se destine davantage à l'axe, Martinez Akiliouche part de loin et Barcola est plutôt en balance avec Désiré Doué à gauche. Grâce à ses appels dans la profondeur, Barcola peut d'ailleurs aider Dembélé à mieux se mettre en valeur, même s'il devra toujours partager son influence avec Olysée et Mbappé. C'est différent au quotidien où son rayonnement est plus profond qu'avant, quand il était catalogué comme un amuseur cantonné aux moments légers de la vie du groupe. Ses réussites parisiennes lui ont donné une autre dimension plus sérieuse. Il continue de rigoler avec Marcus Thuram, Cherki et Mbappé, les accueille dans sa chambre ou va dans celle du Madrilène pour suivre les matchs, mais il est désormais capable de faire passer des messages sur l'implication défensive, y compris auprès de son capitaine, et les jeunes le regardent différemment. C'est le ballon d'or bien sûr, avec énormément de qualité, résume Akliouche. Ousmane est une très belle personne que j'apprécie vraiment sur et en dehors du terrain. On est pressé, comme vous, de voir ce qu'il va faire de bien dans cette Coupe du Monde. Plus vite il y parviendra, plus vite les discussions sur son statut s'éteindront. Mais il n'est déjà pas facile à écarter, sans être une figure inébranlable comme Mbappé. Le physique, une question centrale. Il y a ce débat autour de la trace laissée depuis une décennie en équipe de France par Dembélé, mais alors que les Bleus sont lancés dans leur quête de troisième étoile, il y a surtout une question. Le Parisien dispose-t-il en ce printemps-été 2026 des moyens athlétiques pour nourrir cette ambition? Deschamps, dans ses interventions médiatiques ces dernières semaines, après avoir systématiquement loué le talent spécial de son numéro 7, a toujours usé de précautions oratoires pour décrire la situation athlétique de l'attaquant. Ousmane a dû digérer tout ce qu'il a eu. Il a été dans la gestion, expliquait le patron au moment de l'annonce de sa liste. Tout dépend de son corps. J'espère que tout se passera bien pour lui. Mais forcément, c'est un joueur qu'on a géré. Je continuerai à le gérer, prolonger Deschamps lors de la préparation. Le staff, très critiqué à l'automne après la blessure du Ballon d'Or face à l'Ukraine en septembre qui avait provoqué un psychodrame avec le PSG, suit avec beaucoup d'attention l'évolution de ses sensations. Une analyse fine basée sur la saison du Parisien avec 2200 minutes jouées avec le PSG, dont 1000 en Ligue 1 et 140 minutes avec les Bleus. Il a disputé 3 des 10 derniers matchs de l'équipe de France. Dembélé sort d'un exercice singulier. Très différent du précédent où avec 3488 minutes jouées en 2024-2026, il avait enchaîné les matchs et les prestations de haut niveau avec une régularité impressionnante. L'absence de préparation l'été dernier a joué. Et le staff performance du club de la capitale et le staff technique ont toujours travaillé sur une montée en puissance du joueur au fil du printemps avec un choix assumé de ne pas l'utiliser ou en tout cas peu en Ligue 1. La victoire en Ligue des Champions a validé cette décision. Satisfait de la préparation, en fin de saison, Dembélé, sans apparaître irrésistible, a donné le sentiment de pouvoir répondre à l'intensité d'une rencontre de très haut niveau, avec cette idée chez lui, comme il l'a fait à Jean-Bouin face au Paris FC, d'être à l'écoute de ses douleurs à l'époque à un mollet et sensation face au Sénégal. L'impression d'un joueur capable de jouer un match de haut niveau s'est accentuée. Moi aussi, je t'aime. Eh ben écoute, on s'aime du coup. Hein. Il a besoin de ça, explique-t-on parmi ses proches. Ce travail de répétition sur des séquences courtes a été effectué chez les Bleus. Dembélé garde les mêmes exercices de préactivation qu'au PSG. De préactivation au PSG, il n'est pas aujourd'hui à 100% de ses capacités athlétiques, sans doute entre 80 et 90%, mais dans son entourage, on parie sur sa montée en puissance au fil du tournoi. Si son positionnement à droite comme en seconde période contre le Sénégal se confirme, sa faculté athlétique à tenir son couloir et à jouer les 1 contre 1 offensifs sera observée avec attention. Les Bleus ont besoin de ses courses défensives et de son panel créatif immense. D'ici au match couperé et alors que les rencontres du premier tour sont largement espacées, il y a encore une petite quinzaine de jours suffisamment pour améliorer sa condition. Ce sera l'enjeu. Et ben voilà, c'est sur ces beaux mots concernant Ousmane Dembélé, sa montée en puissance. On l'espère tout au long du tournoi de l'équipe de France, hein, qui soit le plus long possible évidemment. On va s'arrêter là les amis. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui.
On atteint encore plus de 2000 à venir partir sur ce live, donc merci à tous. Aux derniers qui sont restés jusqu'au bout, merci à ceux qui ont envoyé des cadeaux, Gara SafeSide, mon frérot, Mostafa Karaoke aussi, et à tous ceux qui étaient présents sur le chat TikTok. Merci à ceux qui sont passés sur Twitch, même si le chat a été un peu plus calme. Merci à tous ceux qui étaient présents. N'hésitez pas, je le rappelle les amis, à venir follow sur TikTok, Twitch évidemment, c'est gratuit, la chaîne YouTube @trickfr. Vous pouvez aussi nous écouter, les rediffusions sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music, et évidemment tous les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Thread et X. Voilà les amis, merci à tous d'avoir été présents sur ce live. On se retrouve alors demain, ça m'étonnerait, mais plutôt lundi matin pour débriefer tous les matchs de ce week-end de Coupe du Monde et le début de cette 10e journée de phase de groupe. Donc merci à tous, passez un bon appétit, une bonne fin de journée et même un bon week-end. Et on se retrouve lundi les amis. Merci à tous et à plus tard. Ciao ciao les amis, ciao ciao.